Vous voilà enfin en face de votre téléphone suite à des opérations de scrapping menées avec succès, des campagnes automatiques d'outreach sur différents canaux et une jolie liste de prospects bien homogène avec différents scorings allant de neutre à froid, à tiède, à chaud, etc. Vous êtes fin prêt à dégainer votre téléphone ou votre VoIP, un outil très simple qui vous permettra de passer des coups de fil en un seul clic depuis l'interface de votre ordinateur. Et là, la question fatidique se pose incontestablement, faut-il préparer mon discours ou bien est-ce qu'il faut que j'y aille à la one again? Les amis, sachez que deux écoles s'affrontent de manière sanglante sur ce terrain-là et ce n'est certainement pas moi qui vais mettre fin à cette petite guéguerre. Bon, j'exagère un peu, mais il y a vraiment deux points de vue que l'on peut résumer par le point de vue du manager, qui lui veut toujours imposer un script de manière pragmatique, car même si ce n'est pas très sexy, eh bien cela lui permet de au moins mettre tout le monde au même niveau et de ne traquer qu'une seule métrique, celle du nombre d'appels qui ont été passés et du taux d'obtention de rendez-vous sur le nombre de coups de fil qui ont abouti. En gros, sur combien d'appels passés on a obtenu une réponse et sur combien de réponses on a obtenu un rendez-vous qualifié, c'est-à-dire un potentiel SQL, Sales Qualified Lead. Une autre donnée à traquer peut s'ajouter au milieu de ces deux phases, qui est le nombre de coups de fil qui ont duré plus d'une minute, car on sait très bien que parfois on obtient une réponse au lieu d'une sonnerie sans fin, mais que notre interlocuteur de l'autre côté du fil est hermétiquement fermé à la prospection téléphonique. Il est donc un tout petit peu injuste d'en vouloir au BDR de ne pas avoir posé son script. Bref, il est vrai actuellement qu'un script d'appel facilite dans les entreprises de manière pragmatique les tâches des managers et leur permet de traquer beaucoup plus facilement les performances de leurs équipes commerciales, contrairement à l'absence d'un script qui peut donner l'impression aux décisionnaires que c'est un peu le souk dans l'open space. Alors que, pas forcément. Car de l'autre côté de ce courant de pensée, oui j'en fais trop je le sais, il y a des personnes comme moi. Car oui, je suis foncièrement opposé au script, du moins dans la manière classique lorsqu'on l'évoque, ce à quoi on peut penser. Je trouve cela très infantilisant pour des profils qui ont, pour la plupart d'entre eux, eu des bac+5 et qui sont capables d'assimiler un discours et une argumentation précise sans pour autant cracher mot à mot un script rédigé par leur N+1. Vous connaissez ma devise maintenant, un prospect, un discours, un cas d'usage précis qu'il n'est pas possible de répliquer bêtement et à l'identique sur qui que ce soit d'autre. Alors oui, il peut subsister, je vous l'accorde, des similitudes très prononcées, des points en commun entre un groupe homogène de prospects ou une cible que l'on prospecte tous les jours pour lui vendre la même offre, qui ferait qu'un script est, pour faire simple, élaborable sans pour autant tomber dans le cliché. Car oui, ça rend la vie plus simple. Mais qui a dit que la vie devait être plus simple? Certainement pas moi, d'autant moins que la vie d'un sales, c'est un peu les montagnes russes, parfois c'est complexe, et il faut s'adapter. Il faut parfois donc se creuser un peu plus la tête et ne pas vouloir tout le temps tout mettre en pilotage automatique une fois la bonne formule trouvée, en espérant que ce qui a marché une ou plusieurs fois marchera forcément toutes les autres fois. Alors stop, on touche plus à rien et on réitère, et on réitère, et on réitère. Mon principal argument contre le script de vente, précisément, rédigé de A à Z, donc du bonjour monsieur X à au plaisir de rediscuter avec vous et à bientôt, c'est précisément un paramètre qui, à mon sens, n'est pas pris en compte chez les entreprises. Lors de l'élaboration du pitch, on se concentre principalement et essentiellement, voire uniquement, sur deux paramètres qui sont le prospect à qui le BDR va réciter ce pitch et de l'autre côté, l'offre, donc le produit ou le service qu'on va vendre à ce même prospect et à ses semblables ICP. C'est les deux paramètres qu'on prend en compte. Mais le paramètre que l'on oublie trop souvent de prendre en compte et qui, vous le verrez, a quand même son importance, c'est le BDR en lui-même.
Et oui, c'est bête de dire ça comme ça, mais est-ce que tous les billets, eux, ont le même profil de vendeur? Certainement pas. Je n'ai, à titre personnel, jamais vu une entreprise recruter un profil billard qui ressemblerait comme deux gouttes d'eau à celui qui a servi à l'élaboration du pitch de vente, comme on peut le faire avec sa cible, car on recherche exactement les mêmes profils de prospects qui ressemblent à nos meilleurs clients. Mais sauf que ce n'est pas réplicable au niveau du billard. Alors c'est quand même le billard qui va prendre son téléphone, appeler cette cible et qui donc se verra imposer un discours qui ne correspond pas à sa méthodologie de prospection, ni aux émotions qu'il veut provoquer et surtout qui restreint considérablement sa marge de manœuvre d'adaptabilité tant il doit rester dans une case très précise et dont les contours sont parfaitement bien délimités par son manager. En gros, on le bride. D'autant plus que c'est souvent ce même manager qui élabore ce fameux pitch en fonction de sa personnalité. Et croyez-en mon expérience personnelle, les managers ne sont que très rarement les top performers de leur équipe précédente, car cela demande des soft skills pour devenir manager totalement différents pour mener une équipe à la baguette que de vendre un produit A à une cible B. Ce sont deux choses complètement différentes. Peut-être pas diamétralement opposées, mais qui ne se ressemblent en rien. Donc je vais aller plus loin et déclarer que les managers brident leurs futurs top performers dans certaines entreprises, voire dans beaucoup d'entreprises, en voulant leur imposer à leur début ce qui a marché pour eux, c'est-à-dire des profils beaucoup plus axés management, responsabilité que ambition et performance, rage de vaincre, imprévisibilité qui vont caractériser le top performer billard. Vous vous en doutez, j'en ai personnellement beaucoup souffert et comme j'ai la tête dure, j'ai évidemment toujours attendu que mes anciens managers aient le dos tourné pour jeter très vite le pitch qu'ils m'ont donné à la poubelle et faire à ma manière. C'est là que vous pouvez me dire « Oui, mais Anis, tout le monde n'a pas ton envie à toi de faire qu'à sa tête et certains bidillards préfèrent peut-être avoir un pitch pour ne pas avoir à s'aventurer malgré eux dans des sentiers peu recommandables. » C'est pour cela qu'en réalité, et avec du recul sur ce débat, que j'ai déjà eu des dizaines de fois, je ne suis pas contre le pitch, mais contre le fait de l'imposer comme cela peut se faire en entreprise sous la forme actuelle du pitch de vente. Et puis de toute façon, vous le verrez avec l'alternative que je propose et que je mets sur la table, que ce n'est pas non plus nécessaire d'en faire un, même si cela peut rassurer les nouveaux bidillards un peu trop frileux sur les bords. J'en ai déjà parlé au début de cette formation, mais ce que moi je propose tient en deux mots. Un tableau récapitulatif des objections récurrentes et un autre comprenant les caractéristiques et avantages de notre offre idéalement disposée par rapport aux principaux concurrents. Je m'explique, je viens d'arriver dans une entreprise en tant que bidillard et je dois prendre mon téléphone pour prendre des rendez-vous et closer un maximum de nouveaux clients. Super. Je n'ai aucunement besoin que l'on m'explique comment dire bonjour et si j'ai bien suivi la formation d'Anis, je suis tout autant capable de faire mes propres icebreakers en les personnalisant à fond et vous le verrez dans le cas pratique, on peut même le faire pendant que le téléphone sonne. Pourquoi me demander de dire bonjour d'une telle manière ou d'une telle autre ou de m'expliquer quelle formule je dois utiliser pour dire au revoir ou comment le cheminement de mon appel doit avoir lieu avec étape 1, étape 2, étape 3, etc. Ce qui est foncièrement ridicule. Ce qui compte, c'est que je puisse créer un lien humain avec mon prospect avant tout, que je récupère les informations nécessaires, et là oui, je dois procéder méthodiquement sur par exemple quel est son budget, est-il chez l'un de nos concurrents ou encore est-il le décideur, tout ce qui concerne le processus de préqualification. Mais au final, si tout ceci a été validé, le plus important reste le fait d'obtenir ou pas un rendez-vous. Entre le moment où j'entends « allô » et ma finalité, qui est de prendre un rendez-vous, il y a maintes et maintes manières de parvenir à mes fins. Accordez-moi une petite métaphore pour vous résumer ce que je pense. Il y a un point de départ et un point d'arrivée, et entre les deux se trouve une rivière, une montagne, une forêt et un long chemin tout plat qui contourne ces trois éléments. Certains vont vouloir grimper aux arbres,
d'autres nager dans la rivière froide, tandis que certains autres préféreront gravir la montagne ou encore courir rapidement le long du chemin qui fait le tour. D'autres voudront peut-être creuser un tunnel, mais au final, ce qui compte, c'est d'arriver à la destination au point B. Imposer, selon moi, de grimper aux arbres à tous ceux qui n'auraient peut-être pas choisi instinctivement cette option n'est pas honnête. Par contre, mettre un tableau en face des yeux de tous les bidiards avec des arguments rationnels afin de pouvoir venir y piocher en fonction du cas d'usage est une bien meilleure démarche. Quelle est votre principale différence avec votre concurrent? Eh bien, c'est le prix. Nous sommes moins chers. Et le concurrent B? Ah, eh bien, cette fois, nous sommes plus rapides à délivrer. Et le C? Nous avons un meilleur taux de satisfaction, etc. C'est tout de même mieux que de faire un forcing sur le prix dès le départ, alors que le prospect, à l'autre bout du fil, n'a jamais dit qu'il cherchait à faire des économies. Peut-être préfère-t-il gagner du temps et payer encore plus cher. Oui, mais c'est écrit dans le script que je dois parler du prix. Mais quelle horreur, est-ce que vous vous rendez compte? Les amis, j'ai mal à mon sales. Aussi, concernant les principales caractéristiques, cela nous permet aussi, vous l'aurez compris, de piocher à l'intérieur de ce tableau pour argumenter pile dans le mille au bon moment. Maintenant, si vous êtes manager et que vous considérez que votre BDR ne sait pas aligner 3 mots correctement, choisir le bon argument dans tous ceux que vous lui avez mis à disposition sous ses yeux, eh ben, il ne faut juste pas le recruter. Je sais qu'il y a une pénurie de bons sales dans l'écosystème mondial et qu'on a commencé il y a bien longtemps à recruter tout le monde et n'importe qui, à qui on a mis des pitchs de vente entre les mains en leur demandant de réciter ça comme une fable de La Fontaine pour essayer de compenser le côté manque de compétences. Mais bon, tout ce que ça crée, c'est finalement des turnovers de malades dans les entreprises, des prospects dépités au bout du fil, dont je pense au final que nous faisons tous un peu partie. On a tous été victimes un jour d'un cold call agressif avec un pitch récité, et ça s'entend. Au final, on est un peu tous le prospect de quelqu'un et on a tous été victimes de ces appels-là qui sont ridicules et lunaires. Bref les amis, vous connaissez maintenant mon point de vue sur les pitchs de cold call et comment élaborer très simplement le vôtre avec des arguments rationnels concernant vos particularités techniques ou pas, délai de livraison, QVT, avis positif, tout ça c'est des arguments que vous pouvez citer dans un tableau comparatif avec vos concurrents, ainsi qu'un tableau récapitulatif avec les principales objections les plus récurrentes telles que « je n'ai pas assez de budget » ou « mon manager ne serait pas intéressé », etc. Tout de suite, je vais voir quelle réponse je peux accorder, une petite phrase qui me met l'idée en tête pendant que mon prospect est en train d'argumenter, de finir sa phrase, et comme ça je prépare ma réponse. Et voici, le tour est joué. Nous voilà munis d'arguments sérieux et crédibles qu'il vous faudra enrober de beaucoup de soft skills et d'émotions positives en utilisant par exemple un framework semblable à ceux que vous utilisez à l'écrit. Et oui, ça demande un effort supplémentaire, mais c'est aussi ça votre métier et ce qui vous rend irremplaçable. À vous de devenir donc indéboulonnable grâce à vos soft skills. Ancrez-vous bien ces deux tableaux en tête, préparez-vous à comprendre le parcours de préqualification du prospect, et comme ça on passe à l'étape suivante. Mais comprenez les amis, il faut que vous ayez cette capacité, je ne sais plus si on dit adaptabilité ou d'adaptation, c'est beaucoup plus simple, face à vos prospects. Le pitch, c'est le contraire de l'adaptation. On passe maintenant aux différentes étapes pour qualifier ses prospects au téléphone. Let's go. Vous avez passé plusieurs coups de fil, émis des appels qui ont abouti et d'autres non, et vous avez enfin un prospect intéressé par votre offre à l'autre bout du fil. Est-ce que c'est terminé? Est-ce qu'on peut enfin faire la fête? Absolument pas les amis. Vous devez désormais le préqualifier, c'est-à-dire vous assurer qu'il est réellement intéressant pour vous. Mais pourquoi? Il est dans notre cible, de toute façon, on sait qu'il est intéressant. Oui et non. S'il est dans votre cible, c'est uniquement grâce aux données publiques et mises à disposition sur Internet, telles que la taille de son entreprise, leur récente levée de fonds, ou encore son titre de poste, son ancienneté, et tous les paramètres qu'on a pu voir dans les phases précédentes, je crois que c'était dans la première.
Maintenant, ce que vous devez faire, c'est valider les éléments dont lui seul est détenteur ou un membre de son entreprise. Par exemple, si vous souhaitez lui vendre un abonnement mensuel de votre logiciel, vous devez confirmer qu'il n'est pas déjà abonné annuellement à un outil de la concurrence. Grosso modo, ça c'est une information que vous ne pouvez pas trouver sur Internet. Même si vous réussissez durant l'appel téléphonique à le convaincre, lui et ou sa hiérarchie ou pendant la démo, que votre solution logicielle est bien meilleure, ils ne vont certainement pas payer 2 abonnements pour au final un peu la même chose. Et votre account exécutive, en charge du closing, vous en voudra terriblement de lui avoir fait perdre son temps et fait miroiter une vente tout bonnement rendue impossible par la force des choses. Mais c'est à vous de vérifier ces petits détails avant la prise de rendez-vous avec votre prospect. Pour cela, vous pouvez procéder de 2 manières différentes. Personnellement, je n'ai pas de préférence, c'est surtout en fonction de la disponibilité de votre prospect que ça se joue. Possibilité numéro 1. Vous proposez au prospect de le rappeler pour poser le rendez-vous en question et avancer dans le processus, mais d'abord, vous passerez 5 bonnes minutes au téléphone avec lui afin de valider les éléments de préqualification. L'avantage, c'est que vous ne risquez aucunement d'envoyer un prospect non qualifié à votre account exécutif. Et ce dernier ne pourra donc pas trop vous en vouloir. L'inconvénient, c'est que vous rajoutez une étape supplémentaire à votre processus et à votre tunnel de conversion outbound avec tout ce que cela implique comme problème, tel que le changement d'avis de votre prospect entre son oui au téléphone et le fait qu'il vous ghostera par exemple le jour J du rendez-vous et qu'il vous posera un joli petit lapin. C'est là qu'on va parler de l'option 2, c'est un peu plus sportif. C'est de faire d'une pierre 2 coups et de tout valider au téléphone dès le premier coup de fil. Honnêtement, vous devez être très fort pour y parvenir et cela nécessite un minimum d'entraînement, une bonne capacité d'improvisation, d'adaptation et surtout de conviction. Alors là, ça doit être une compétence hors norme chez vous, la capacité de conviction. Parce que convaincre un individu qui connaît votre existence depuis 5 minutes tout au plus, allez, 10 minutes à tout casser, et qui, surtout, n'a pas été prévenu de votre appel, donc de prendre encore du temps avec vous, le convaincre de ça au milieu de sa journée, pour, cerise sur le gâteau, répondre à vos questions, sincèrement, ce sera la partie la plus challengeante, pour moi, de très loin la plus excitante, de l'ensemble du parcours d'outreach B2B. Le secret pour y parvenir, c'est de taper très fort dès l'icebreaker, dès le brisage de glace. C'est beaucoup moins sexy dit comme ça. Et de vraiment mettre votre prospect dans une position où c'est désormais lui qui ne veut surtout pas raccrocher. Je vous donne un exemple. Si je vous appelle sur un ton monotone pour vous parler de mon super outil de gestion de vos réseaux sociaux. Bonjour Madame Midule, je vous appelle pour vous parler d'un outil révolutionnaire et je compte vous lire le pitch que mon manager Thierry a rédigé pour moi il y a 3 ans, est-ce que je peux? Bon, ça pue un peu quoi. Mais comme le trait de caractère gentillesse existe, ça peut encore passer, surtout si le produit est vraiment intéressant. Maintenant, imaginez-vous 5 bonnes et longues minutes plus tard, si par magie Madame Bidule accepte une démo de mon outil de gestion des réseaux sociaux avec moi ou avec mon account exécutive, alors attendez Madame Bidule, ne raccrochez pas, j'ai 5 questions à vous poser avant de vous quitter. Honnêtement, à part si vous avez Mère Teresa à l'autre bout du fil, c'est une succession de bip, bip, bip que vous allez entendre. Du moins, c'est ce que moi je vous souhaite, parce que c'est horrible. Et pour vous, et pour le prospect, même vous, vous allez détester qu'on ne connaît par la suite, parce que vous faites tellement tout le temps la même chose, il n'y a pas d'excitation, pas de débat, pas d'échange, pas d'adaptation. Je dis débat, c'est plutôt échange ou argument, contre-argument, etc. Si par contre, dès votre accroche, vous mettez des paillettes dans la vie de Madame Bidule, au point où votre cold call est peut-être la meilleure chose qui lui soit arrivée ce jour-là, et oui, croyez-moi, c'est possible, hein, des fois les gens ont des journées très banales, et c'est votre appel qui va leur apporter de la bonne humeur, un super projet ou un produit intéressant qui risque de les aider, dans ce cas-là, à mieux gérer leurs réseaux sociaux par exemple.
Là, vous pourrez peut-être la retenir pour une préqualification en live à la fin de l'appel. Voire mieux, et là je vous partage ma seconde astuce. Écoutez bien, vous préqualifiez votre prospect au fur et à mesure de l'appel sans même que il ou elle s'en rende compte. Je vous donne un exemple concret. Madame Bidule, je vous suis sur les réseaux sociaux, je pense qu'on peut parler d'un fan. Est-ce que vous allez bien? Dites-moi, votre dernier post sur le recrutement d'un stagiaire, vous l'avez publié automatiquement? Alors attention, ça risque de me briser le cœur de savoir que vous publiez vos posts depuis un outil concurrent. Ah non, c'est le cas, je vais encore devoir rétablir une injustice, c'est mon côté super-héros. Rassurez-moi, vous n'avez quand même pas pris un abonnement annuel chez nom du concurrent. Non? Allez, c'est rattrapable alors. Que dites-vous de commencer par une démo avec Julien, mon collègue? Il n'est pas aussi sympa que moi, mais vous en doutez bien, il a son charme. Je vous laisse découvrir par vous-même ce qu'on propose. Est-ce qu'on peut se dire mardi à 15h? Est-ce que vous êtes disponible? Etc. etc. Encore une fois, c'est très caricatural. Moi, je ne peux pas simuler une conversation téléphonique avec moi-même. Vous le verrez dans le cas pratique, quand on aura des vraies personnes avec nous en face, ça sera beaucoup plus naturel. Mais là, l'idée, c'est de vous donner un peu le genre de ton que l'on peut utiliser, le genre d'accroche, etc. Vous voyez donc la différence entre un bidillard classique qui crache son script et un autre qui obtient des résultats bien au-delà des objectifs de ses clients ou de son entreprise. Cela ne dépend que de vous maintenant, les amis. Sortez de votre zone de confort, oubliez la timidité et osez apporter un réel plus lorsque vous prenez votre téléphone pour appeler. Changez la journée de votre prospect et soyez le rayon de soleil qu'il réclame de sitôt. Dernière chose, dans le cas où votre hiérarchie ne vous met pas à disposition les éléments nécessaires à la préqualification de vos prospects, pour ceux par exemple qui veulent se lancer à leur compte, quelles questions poser et comment identifier les points nécessaires à aborder avec votre cible lors de la prise de rendez-vous? Je ne peux pas vous donner une liste, c'est tout simplement impossible car cela dépend de ce que vous vendez, de votre business model, de vos process, de votre panier moyen, etc. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est de poser des questions sur tout ce qui peut empêcher la vente. Pour cela, vous pouvez vous baser sur vos anciens cas d'usage et tout ce qui a pu empêcher ou annuler précédemment une vente. Par exemple, si vous avez déjà raté une vente car le manager n'a pas voulu donner suite malgré que vous ayez convaincu l'utilisateur, alors demandez si votre prospect dispose du pouvoir décisionnel. Un peu plus technique cette fois-ci, si votre logiciel ne se connecte nativement qu'avec un seul autre logiciel, je pense à Scaly par exemple, qui ne fonctionne qu'avec HubSpot, alors demandez à votre cible quel CRM il ou elle utilise afin d'éviter un quelconque blocage technique le jour du paramétrage pour entamer la période de test. Vous pouvez donc poser tout type de questions relatives au budget, à qui prend la décision, aux outils utilisés, aux abonnements en cours, à leur annulation potentielle, etc. Veillez cependant à ne pas abuser et devenir trop intrusif avec votre prospect en lui demandant par exemple des données internes ou sensibles que vous ne devez aucunement connaître, surtout lors du premier coup de fil. Cela peut vous faire perdre définitivement la confiance de votre prospect et vous tirez alors une balle dans le pied dès le départ. Pas très smart au final comme démarche, alors évitez-la au possible. Pour continuer à vous donner quelques exemples, je peux vous dire que j'ai longtemps aussi demandé de qui se constitue l'équipe commerciale, de combien, afin de savoir à l'avance combien d'utilisateurs potentiels j'aurai et donc calculer tout seul mon propre panier moyen et savoir s'il s'agit d'un grand compte. Je peux aussi demander si des recrutements sont en cours pour anticiper l'upsell potentiel à venir plus tard. Donc sachez après que c'est aussi mon entreprise et que j'ai occupé donc par défaut, surtout au début, dans la vente un rôle de business developer full cycle qui s'occupe de tout, qui chasse, qui close, qui upsell l'entièreté de ses premiers clients et ce jusqu'à arriver à plus de 1500 utilisateurs avant d'avoir passé la main à une équipe commerciale bien structurée. Donc c'est dans le cas où si certains d'entre vous comptent se lancer en business developer full cycle qui s'occupe, comme son nom l'indique, de tout le cycle de vente, outbound B2B. Une nouvelle fois, tout dépendra de votre rôle, mais je tiens à vous rassurer, votre management, vos collègues ou même votre client vous apporteront le minimum vital afin de préqualifier un prospect avant de l'envoyer en closing. Et comme toutes les choses, votre propre expérience sera par la suite votre baromètre afin de savoir quelles questions poser et surtout comment et quand les poser à votre prospect au téléphone. Le tout, c'est de commencer à prendre des rendez-vous
Et avec le temps et au fur et à mesure de l'accumulation des erreurs que vous effectuerez, essayez de ne jamais en produire, c'est déjà pas mal, vu que beaucoup de jamais reproduire les mêmes erreurs, je veux dire. Beaucoup de BDR font ce problème, ils reproduisent exactement les mêmes erreurs, donc à défaut de les anticiper, essayez au moins vous de juste ne pas les reproduire. Je vous rassure, prendre un rendez-vous qui n'est pas très qualifié, nous est tous arrivé un jour, donc personne ne vous en voudra terriblement si vous le faites tout le temps et de manière voulue et consciente, peut-être que oui, mais globalement si vous le faites de temps en temps, là ça devrait aller. N'ayez donc pas peur dans le doute d'envoyer un rendez-vous en closing avec une note pour votre account exécutif afin qu'il vous éclaire sur la pertinence du rendez-vous obtenu et qu'il vous fasse donc un retour constructif qui vous permettra d'améliorer vos compétences en qualification et devenir ainsi encore plus incisif. Dernière chose, chaque élément de préqualification par lequel vous passez doit être mentionné et reporté à votre account exécutif ou quiconque qui a ce rôle de closer afin de baser son argumentation le jour J sur les éléments que vous lui fournissez. Notez-le bien, c'est très important. C'est pour ça que moi je vous incite très fortement à toujours prendre des notes pendant votre appel téléphonique et surtout lors de la préqualification. Idéalement des notes sur votre CRM, parce qu'après vous allez envoyer des photos, ça se perd, les feuilles volantes, etc. Une petite note sur le CRM, paf, ça part. Chaque réponse de votre prospect à vos questions donnera une tournure différente au reste du processus, c'est-à-dire démo, closing et upsell. J'insiste vraiment là-dessus les amis. Le reporting, c'est un élément clé qui, lorsqu'il est négligé, peut très sérieusement remettre en question les capacités de votre closer à closer et réduire considérablement sa marge de manœuvre. Au final, cela ne servirait strictement à rien de bien respecter chacune des étapes de votre processus de préqualification si vous n'en informez pas votre account exécutif et s'il ne dispose pas de tous les éléments nécessaires afin que il ou elle oriente son discours dans le sens qui permet de closer. Rappelez-vous, chaque rendez-vous est différent de l'autre car chaque prospect est différent des autres. Même dans un groupe initialement 100% homogène, donc chaque discours doit impérativement être différent des autres. Et si l'on sert la même soupe à tout le monde, alors les performances de l'équipe commerciale en seront fortement impactées, bien évidemment négativement. Vous êtes celui ou celle en charge de faire passer votre prospect d'un inconnu à quelqu'un que vous connaissez et qui mettez par conséquent dans la main de votre closer les armes qui permettent d'opérer la transformation de prospect à client avec brio. C'est vous le numéro 10 qui distribuez des caviars en pleine surface pour marquer le but. Alors l'account exécutif, lui, doit bien sûr disposer des skills pour la mettre au fond. Mais tout amateur de football sait à quel point plus la passe décisive est bien amenée et plus les chances du numéro 9 de marquer un but sont élevées. La passe bien amenée, c'est souvent dans le commentaire que vous rédigez en fin de call qu'elle se matérialise. J'insiste encore là-dessus, notez-le. Vous savez, moi, la prise de notes des SDR quand je dois closer un deal, quand je vois pas de notes, honnêtement, je pète un câble. C'est très dur psychologiquement. On ne sait pas sur quel pied danser, qu'est-ce qui nous attend, comment est-ce qu'on va argumenter, quelle tournure, quel argument on va utiliser. Est-ce que le mec il a un problème de prix? Pourquoi il est en call avec moi? Pourquoi il vient à un rendez-vous? Il a un outil, il n'a pas d'outil. Pourquoi il veut faire le rendez-vous? Est-ce qu'il veut changer d'outil? C'est par curiosité? Est-ce qu'il a le budget? Enfin, notez un maximum d'informations pour vos accounts exécutifs. Faites donc bien attention à votre reporting et ne le négligez en aucun cas. Oui, des fois, je parle fort quand je ressens des émotions comme celle-ci parce que je pense à tous les rendez-vous que j'ai faits où j'avais pas de prise de notes. Et moi, en tant que BDR, mesdames et messieurs, je laisse énormément de notes. Je laisse toujours des gros pavés. Comme ça, mon account exécutif, il peut détaler tout de suite très rapidement. On passe maintenant au traitement des objections récurrentes. C'est parti. Le lien entre les objections récurrentes et un potentiel no-go qui viendrait de votre part est très étroit. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un no-go? Un no-go, lorsqu'il vient de votre prospect, est tout simplement un non formel exprimé sans ambiguïté à l'égard de votre proposition.
Lorsqu'il vient de vous, c'est à peu près la même chose, mais dans le sens inverse. Si je ne peux pas vous dire quand est-ce que votre prospect vous dira non, de toute façon, vous le saurez le jour J, vous saurez identifier tout seul. Ça, j'en suis persuadé. Je peux par contre vous dire quand ce sera à vous de stopper tout de suite votre prospection. Souvenez-vous, lorsque nous avons parlé de préqualification et que je vous ai expliqué qu'il ne fallait pas prendre de rendez-vous avec votre prospect avant d'avoir vérifié qu'il est réellement intéressant pour vous. Eh bien, pour faire simple, s'il ne l'est pas intéressant pour vous, c'est un stop. Un stop net et sans bavure. Pas de négociation possible, ni d'argumentation. Si cela vous semble logique, sachez que 90% des BDR que j'ai côtoyés, voire beaucoup plus, s'en fichent royalement et envoient énormément de prospects non qualifiés en closing et font ainsi perdre à leur pair, account executive, un temps monstrueux à les traiter et les sortir du pipeline. Pourquoi ? Pour la simple raison que les BDR ont souvent des objectifs à atteindre et ils préfèrent donc prendre un rendez-vous qui de toute façon ne mènera à rien, plutôt que de se voir manquer parfois de peu l'objectif fixé par le management. Ça, c'est la raison principale. S'il vous plaît, ne soyez pas comme eux. Ne soyez pas des BDR médiocres qui performent grâce aux mensonges et qui finissent toujours par se faire démasquer avant d'aller refaire le même coup ailleurs et gagner quelques billets sans évolution possible à long terme, ni même une bonne réputation qui les suivrait et pas de recommandation de la part des entreprises avec qui ils travailleraient. Bossez sérieusement, faites en sorte que chaque jour vous permette d'évoluer dans votre métier, de progresser, de sorte à gagner une meilleure rémunération grâce à votre réseau qui vous recommandera fortement et donc grâce à votre réputation qui prendra un coup à chaque fois que vous userez de la malice pour avancer. Si votre prospect vous dit par exemple que de toute façon il n'a pas le budget, eh bien alors c'est stop. S'il vous dit qu'il quitte son poste le mois prochain et qu'il ne pourra pas prendre la décision de toute façon, c'est stop. S'il vous dit que ce n'est pas lui qui prend la décision, alors vous demandez un rendez-vous ou les coordonnées du responsable afin de le contacter, ou encore mieux, une introduction de sa part. Vous pouvez passer dans ce cas très précis votre prospect en démo si vous vérifiez d'abord qu'il a un fort pouvoir de recommandation et de prescription tout en le précisant à votre account exécutive afin qu'il sache orienter le discours. Grosso modo dans les notes, dans la prise de notes, bon, c'est pas lui le décisionnaire, faut pas s'attendre à quelque chose de sa part, mais il est très proche du CEO, c'est son bras droit, s'il lui dit d'y aller, il pourra y aller, et le budget de toute façon ils l'ont, etc., etc. Vous pouvez tomber sur ce cas d'usage dans des toutes petites structures où le décideur, comme je viens de vous le dire, est souvent le CEO, mais il n'a pas trop le temps de faire une démo. Donc s'il accorde sa confiance à son salarié, par exemple, ou parfois même ça m'est arrivé, le stagiaire, il n'y a que le CEO dans la boîte ou ses deux associés, et puis il y a le stagiaire à côté, mais comme c'est le premier stagiaire, c'est le seul salarié, ils sont très proches, ils se connaissent, parfois c'est même un membre de la famille, c'est le frère le fils de la petite sœur, etc. Bon on le prend en stage en marketing et puis il prend les décisions, et si demain il dit je kiffe bien cet outil, j'ai envie d'avoir un petit budget pour m'amuser, faire des vidéos, les réseaux sociaux, etc. C'est le cas qui m'est arrivé. Dans ce cas-là, le CEO dit go, on lui prend le budget et puis on prend l'outil qui va lui faire plaisir. Donc s'il accorde cette confiance à son salarié et qu'il vous dit que si lui aime votre produit ou service, alors vente il y aura, dans ce cas-là très précis, vous pouvez avancer les yeux fermés. Vous voyez un peu la nuance. Ça c'est concernant les no-go. Des cas donc très précis où votre prospect ne répond pas à vos conditions de manière figée. Pas de budget, je ne peux pas débloquer, je n'ai pas l'argent, c'est pas moi qui décide, je quitte le mois prochain, c'est figé. Et qu'aucun changement n'est possible, ni de votre part, ni du sien. Vous ne pouvez pas convaincre la personne qui quitte son entreprise la semaine prochaine, non mais quand même, tu pourrais quand même rester 3 mois de plus, prendre ma solution, la tester, et puis ensuite quitter ton entreprise. Ah non, ça ne se négocie pas. Donc il n'y a pas d'argumentation à avoir de votre part. Vous demandez une intro et vous demandez à la personne qui sera en charge de récupérer le dossier. On ne peut rien faire pour une entreprise qui n'a pas de budget, quelqu'un qui quitte son poste la semaine prochaine, ou qui dans tous les cas ne pourra pas décider d'adopter votre solution ou non. C'est donc une perte de temps. Par contre, pour tout le reste, il faut tenter. Tout ce qui peut être impacté comme décision, c'est votre métier d'avoir la bonne capacité de conviction pour le changer en votre faveur.
Si il y a négociation, vous foncez. Il y a par exemple une grande différence entre je n'ai plus de budget pour quoi que ce soit ou j'ai dédié mon budget à un autre outil ou plateforme. C'est pas la même chose, dans les deux cas il n'y a pas de budget, mais dans le premier il n'y a pas de budget du tout, dans le deuxième il n'y a pas de budget pour ça, mais un budget pour autre chose. Dans le premier cas donc, on ne peut rien faire. On peut demander plus de détails pour savoir s'il existe du budget ailleurs, que l'on peut récupérer, etc. Mais sinon, c'est un stop, pas de budget. Dans le second cas, par contre, on essaie tout de suite de creuser sur la nature de l'outil qui, lui, dispose d'un budget qui pourrait servir à payer votre propre plateforme. Que fait cet outil? Pourquoi l'ont-ils choisi? Qui est à l'origine de cette décision, etc. À vous ensuite de contre-attaquer une fois que vous disposez de tous ces éléments. Peut-être que votre outil est meilleur que celui qu'ils envisagent, si c'est un concurrent. Alors sautez de suite sur votre fameux tableau récapitulatif de vos avantages. Si c'en est pas un, alors construisez votre argumentation en fonction de vos propres avantages. Gardez toujours à l'esprit qu'il ne s'agit pas de forcer, mais de chercher à convaincre rationnellement votre interlocuteur. D'accord? Pourquoi est-ce que vous utilisez ça? Ou pourquoi est-ce que vous comptez utiliser ça? Est-ce que vous êtes sûr que c'est la bonne décision? Moi, je connais cet outil. Je pense qu'on peut vous apporter un plus. Est-ce que ça ne vaut pas le coup d'en parler? Etc., etc. Allons encore plus loin. Si votre prospect vous dit qu'il préfère d'abord voir votre plateforme avant de vous dire qu'il revient ou pas sur sa décision, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Go ou no go? Eh bien, tout dépend. Si votre prospect a déjà payé un abonnement annuel, par exemple, vous pouvez lui proposer de le rappeler l'année suivante, au même moment, voire même de fixer un rendez-vous s'il est ouvert à le prendre 11 mois en avance, et croyez-moi, beaucoup disent oui. Si par contre aucune décision n'a été prise, alors foncez tête baissée et prenez le rendez-vous. J'ai un prospect au téléphone, il me dit nous on comptait utiliser une solution concurrente. Anis m'a dit dans le cas où solution concurrente, je regarde mon tableau récapitulatif, puis je dis nous par rapport à eux on est comme ça, et puis si j'ai rien sur mon tableau, j'essaie d'expliquer qu'on a tel avantage, tel avantage, tel avantage. Rappelez-vous que vous devez parfaitement maîtriser votre outil, ce que vous vendez, outil ou pas, solution, prestation de service, avantage, concurrentiel, prix, tous les arguments qu'on a cités auparavant. Puis le mec me dit, je veux bien une démo, voir d'abord votre outil, puis après on envisagera ou pas de le prendre. Tout de suite, je pose la question. Parfait, vous êtes engagé ou pas avec l'autre solution? Oui, on a pris un abonnement annuel il y a 3 semaines. Ça sert à rien. Ok, parfait, dans ce cas-là, je te ferai une démo dans 11 mois. Non, pas encore, pas pour l'instant, j'ai pas pris l'abonnement, mais c'est en cours, donc là on prend le rendez-vous tout de suite, on essaie d'accélérer les choses. Pensez à bien mettre une note synthétique à votre account exécutive qui résume bien votre échange et l'urgence de rapidement lui faire une démo de votre plateforme ou de lui présenter vos offres et services. Qu'il ou elle prenne sa décision rapidement, idéalement dans votre sens et celle de votre outil ou solution. Laissez toujours un commentaire explicatif comme je vous l'ai déjà précisé avant. Vous l'aurez compris, dès qu'il y aura une brèche dans laquelle vous pouvez vous glisser afin de dérouler une argumentation sans faille et qui vous permettra de décrocher un rendez-vous, allez-y à fond. Voici quelques tips dans les grandes lignes concernant les 5 objections les plus récurrentes que je peux vous donner dès maintenant. Première objection qui revient très souvent, c'est pas le bon moment pour parler de ça. Deuxième objection, nous travaillons déjà avec un de vos concurrents. Troisième, votre prospect travaille cette fois-ci avec un concurrent indirect. Le quatrième, El Famoso, votre solution coûte trop cher ou on n'a pas vraiment les moyens. Cinquièmement et dernièrement, ce n'est pas moi qui m'occupe de cela de toute façon. Alors je ne dis pas que vous n'aurez que ça, mais vous le verrez, ce sont des objections qui reviennent assez souvent, 80-90% des cas. On commence par la première. C'est pas le bon moment pour parler de ça. Vous me verrez souvent, les amis, user de l'humour, bien évidemment quand je sens qu'il sera bien accueilli, afin de retourner la situation. Plutôt que de tomber dans le cliché du « non mais promis, ça ne va durer que quelques secondes, allez s'il vous plaît, donnez-moi de votre temps, je vous en supplie ». Bon, j'ai quand même de la dignité et je pense que vous aussi. Hors de question de nous humilier à ce point. Je vais plutôt sortir une phrase telle que « Ah ça, c'est mon don pour arriver toujours au mauvais moment. Quand est-ce que je peux vous rappeler, monsieur Lambda, est-ce que je peux vous passer un petit coup de fil dans l'après-midi ?» Essayez juste de vous mettre d'accord avec votre prospect sur un horaire qui l'arrange mieux que celui-ci, au lieu de forcer pour soit le faire fuir ou avoir la moitié de son attention ou qu'il vous prenne de haut, ce qui va vous arriver si vous commencez à vous supplier votre prospect pour un rendez-vous.
En fixant un autre horaire, vous avez la garantie qu'il vous attendra cette fois-ci, qu'il ou elle est bel et bien disponible et que vous avez toute son attention, ce qui, qu'on se le dise, est déjà à ce stade très bon pour vous et pour la suite. Avant de raccrocher, assurez-vous d'avoir la promesse de votre prospect de respecter le rendez-vous, toujours en étant sympathique, en lui donnant envie de rediscuter avec vous au moment opportun. Une phrase telle que « Parfait monsieur Bidule, j'ai hâte de vous parler à 15h, je me le note sur mon agenda et je vous invite à faire de même. » Disons que si vous me posez un lapin, je risque de mal le prendre et d'aller vendre ma super solution à un concurrent. Bon, c'est un exemple pour vous donner une idée, encore une fois, du ton à utiliser, pour détendre un peu l'atmosphère. Mais faites bien évidemment à bien argumenter, si vous utilisez l'humour, à ne pas être non plus gênant, etc. Et à bien utiliser les cordes émotionnelles qui vous plaisent, à condition d'inspirer la positivité. Voilà, pour faire simple. Tant que c'est positif, tant que ça crée une émotion positive, tant mieux. L'essentiel, c'est que votre prospect vous prenne au sérieux et se sente tenu d'honorer son engagement plutôt que de se dire qu'au final, il ne prendra pas l'appel à 15h car vous êtes soit trop antipathique, un peu lourdeau sur les bords, etc. Et vous passez ensuite à l'appel suivant. Et d'ici 15h, j'appelle, je prends des rendez-vous, j'avance, il n'y a pas qu'un seul prospect sur cette planète pour vous, sinon changez de business tout de suite, et puis on avance. Et à 15h, je le rappelle et je prends le temps, cette fois-ci avec toute son attention, de lui expliquer ce que j'ai à lui vendre. Seconde objection, les amis, on travaille déjà avec l'un de vos concurrents. Oula, qu'est-ce qu'on fait? Personnellement, j'aime bien commencer par désamorcer cet argument avec une phrase telle que « Parfait, ça vous fait un point en commun avec tous mes clients lorsque je les ai rencontrés la première fois. » Hop, contre Uno. Surtout, ne commencez pas juste après à taper aveuglément sur tous vos adversaires et vos concurrents. Cela donnera juste l'impression que vous êtes un aigri. Commencez plutôt par demander de quel concurrent s'agit-il ou à qui ai-je l'honneur d'être confronté aujourd'hui, j'ai hâte de le savoir. Et bien évidemment, dès que vous avez le nom, ruez-vous sur ce que vous pouvez apporter de plus que ce concurrent-là grâce au fameux petit tableau que vous avez en amont déjà préparé grâce au conseil de Bibi. Avant, vous pouvez même prendre votre prospect à contre-pied, vu qu'il s'attend à ce que vous sortiez le gros calibre pour leur tirer dessus sur la concurrence, en complimentant votre concurrent. Alors, allez-y mollo, hein, ça reste des concurrents que l'on souhaite déloger, mais par exemple, vous pouvez vanter leur service client en disant par exemple qu'ils sont réputés pour être particulièrement sympathiques dans leur chatbot, etc. Moi, j'aime bien balader un peu mon prospect pour qu'il ne sache jamais dans quel sens ira ma prochaine phrase, et donc le maintenir au téléphone en rajoutant par exemple une petite pique telle que, en même temps, vu ce qu'ils vous feront payer, c'est normal d'être gentil avec vous. Sans pour autant paraître aigri, je viens de complémenter mon concurrent, c'est vrai qu'ils sont réputés pour avoir un bon service client, etc. Après, vu la réputation qu'ils ont de facturer quand même, c'est assez salé, je comprends qu'ils puissent être sympas avec vous au service client. C'est un exemple, encore une fois. Ça, c'est seulement si je vois sur mon tableau que nous sommes plus performants, bien évidemment, et moins chers. Si on n'est pas moins cher et qu'on a le même prix, et qu'à la fin je lui dis ça tombe bien, en fait on vend la solution au même prix, mon argument n'a plus aucun sens. Sinon je me passerai de ce petit commentaire et je passe directement à une argumentation solide et surtout très synthétique, surtout au téléphone. De toute façon c'est partout, hein. Je dis surtout au téléphone, mais il faut être synthétique par email, synthétique sur LinkedIn, ça on a déjà vu, et synthétique au téléphone. Donc il ne s'agit pas de tout déballer, mais de faire court et simple et de demander tout de suite après, est-ce que ce que je viens de vous dire vous donne au moins envie de m'écouter jusqu'à la fin, etc. Et comme ça, vous détalez votre pitch petit à petit avec vos super arguments. Troisième objection, quand un prospect travaille cette fois-ci avec un concurrent indirect. Dans le cas d'un outil, par exemple, ça peut être le fait que le prospect passe par une agence. C'est ce qui nous arrive, nous, par exemple, des fois. Souvent. Ce ne sont pas réellement un outil concurrent, mais ils prennent votre place indirectement et le budget qui pourrait être alloué pour aller directement dans votre poche. Comme d'habitude, on ne commence pas à cracher son script, vous n'êtes pas au call center de Bouygues Télécom à Madagascar, votre métier, à vous, n'est pas composé de récitation à tout va, mais de réflexion, de recul et tactique. On commence donc par demander pourquoi cette décision ? Est-ce que c'est voulu, réfléchi, ou est-ce que c'est par la force de la nature, un prestataire s'est proposé, on l'a pris, et puis ça se passe bien, donc on continue? Est-ce qu'ils ont été déçus d'un concurrent et donc pris la décision de changer de modèle en externalisant par exemple leur sujet, leur prospection, leur gestion des réseaux sociaux, etc., tout ce que les agences peuvent faire aujourd'hui, leur recrutement. Une fois l'information à votre disposition, vous pouvez maintenant
choisir entre deux stratégies. Toujours en fonction de votre interlocuteur, de la manière dont il présente les choses et votre ressenti. Vous pouvez soit essayer de déloger le concurrent indirect, toujours en présentant 2 ou 3 arguments rapides, agrémentés d'un cas concret. Par exemple, un de vos clients qui a divisé par 5 ses frais tout en augmentant ses résultats, en décidant de passer par votre super solution plutôt qu'un prestataire de service, qui va facturer plus cher pour ne pas atteindre les mêmes objectifs. Bon, là, ça peut être, vous pouvez la tenter. Sinon, on bascule sur la stratégie numéro 2, vous décidez de tamponner ce client d'un no-go formel, étant donné qu'il ou elle ne souhaite vraiment pas abandonner son prestataire ou autre, car très satisfait et content de son modèle. Dans ce cas-là, vous lui demandez simplement une mise en relation avec son prestataire afin de lui vendre votre super solution. Eh bien oui, vous êtes concurrent indirect, et je parle en connaissance de cause. Vous n'avez pas le même business model, ce qui est le cas entre plateforme SaaS par exemple et une agence, un outil et une agence. Alors cette fameuse agence utilise peut-être, sûrement, des solutions concurrentes que vous allez pouvoir remplacer. Think outside the box, les amis. Pensez en dehors de la boîte. Je ne sais pas si ça fait sens en français, mais think outside the box, ça fait sens. Bien évidemment, c'est un cas d'usage très précis que je vous partage. On peut l'extrapoler, par exemple, à un prestataire de service. C'est pas moi qui m'en occupe, c'est un freelance avec qui on travaille. Et ben banco, prospectez ce fameux freelance. Entrez en contact avec lui par le biais de votre prospect initial, ce qui facilitera grandement votre entrée en matière et mettra fin à la barrière froide qu'il y a entre un prospect et vous lors d'un cold call, comme ça s'appelle. Vous êtes là pour vendre au final. Donc moi, je vois pas d'autre manière de vous le dire, quoi. Je m'en fiche au final de vendre au prospect à qui j'appelle ou de vendre ça à son prestataire de service. Tant qu'à la fin j'ai un client en plus, j'augmente j'atteins mes objectifs, j'ai des primes à la fin, etc. Enfin, c'est comme ça qu'un BDR fonctionne. Pas besoin de forcer avec la personne si elle vous dit je suis content de mon prestataire. 4e objection. Votre solution elle coûte trop cher. Ou alors on n'a pas assez de budget, on n'a pas les moyens. Cette objection est beaucoup plus rare qu'il n'y paraît, surtout à ce stade très précis de votre prospection. Vous n'aurez pas trop affaire à elle parce que vous ne parlez pas réellement de prix. Elle revient par contre en général bien plus tard avec votre account exécutive. Et les manières de la détourner, la contourner, elles sont connues et maîtrisées par les AE expérimentés sans problème. Si vous êtes business developer full cycle, bon, cette formation a un objectif de vous apprendre à chasser, pas à closer. Donc il y aura peut-être une autre formation, je ne sais pas. À votre niveau, BDR, vous devez tout simplement vous en débarrasser le plus vite possible et la transformer en une autre objection. C'est vraiment une patate chaude, il faut rapidement vous en débarrasser. Par exemple, vous pouvez demander comment l'entreprise fonctionne à l'heure actuelle et si votre prospect vous parle d'un concurrent, eh bien vous traitez désormais une objection de type « je suis chez un de vos concurrents » et ça on l'a déjà vu. Et ainsi, vous ne rentrez pas dès la première étape dans le débat du prix duquel vous ressortirez rarement vainqueur, alors évitez-le à tout prix. Si votre prospect est vraiment insistant, demandez-lui s'il s'agit simplement d'une question de budget. Retournez la situation avec des phrases telles que « D'accord, si je comprends bien, notre solution pour vous, c'est la meilleure et ce n'est qu'une question de prix. Est-ce que c'est bien cela ?» Toujours dans l'optique de l'emmener sur un autre terrain. S'il vous répond que non, alors traitez toutes ces objections une par une et proposez-lui rapidement de prendre un rendez-vous avec votre AE afin d'approfondir les zones d'ombre qui subsistent. S'il vous dit non, je ne dis pas que votre solution elle est géniale et qu'elle m'intéresse. D'accord. Pourquoi ? Parce que 1, 2, 3, objection 1, objection 2, objection 3, argument 1, argument 2, argument 3. Si par contre il vous dit oui, en réalité oui, j'aime beaucoup votre solution, mais après je ne pense pas pouvoir me la payer. Là vous avez une très bonne nouvelle. Dites-vous que vos accounts exécutives auront toujours dans leur besogne des offres promotionnelles et plein d'autres arguments pour transformer un prospect qui a les moyens de se payer une solution qu'il aime mais qu'il trouve trop chère. Parfois, il leur suffira simplement d'améliorer la valeur perçue en dévoilant de nouvelles fonctionnalités fortement utiles afin que le prospect arrive tout seul à la conclusion que la solution n'est au final pas si chère que cela. Bref, n'entrez jamais dans un débat avec votre prospect sur est-ce que votre solution est trop chère ou pas. Vous pouvez éviter ce sujet en disant que le prix est justifié, mais que d'abord vous souhaitez que votre prospect sache exactement votre rapport en valeur
en valeur ajoutée avant de juger du prix sans avoir pris totalement connaissance des bénéfices de l'offre, etc. Laissez toujours la négociation du prix se faire lors du closing et jamais, au grand jamais, lors du premier appel téléphonique de prospection. Votre seule crainte à ce stade, c'est de vérifier que votre client n'ait juste pas les moyens de se payer aucune autre solution. À vous donc d'orienter vos questions afin de lui sortir les vers du nez. Il y a une énorme différence entre « je n'ai pas les moyens » et « je trouve ça trop cher ». Le premier, c'est un no-go, on l'a déjà vu. De toute façon, j'ai pas les sous. C'est pas que... je vous dis tout à l'heure, si vous dites j'aime votre solution mais je la trouve trop chère, c'est différent de j'ai pas les moyens. Le premier, j'ai pas les moyens, c'est non. Le second, il peut payer votre prestation si vous lui faites changer d'avis. Il reste dans votre cible, c'est juste qu'il estime que votre solution est trop chère. Il a un problème avec la valeur perçue. J'espère vraiment que vous captez cette différence. Je peux me payer ta solution, mais je la trouve trop chère. Et, ça, derrière, je vois pas l'intérêt, je préfère rester là où je suis, etc. D'accord, on fait un rendez-vous, je t'explique pourquoi ça mérite que tu prennes ma solution, je te fais une petite remise et le problème est réglé. Dans le premier cas, si j'ai pas l'argent, là, ça sert à rien d'avancer. Mais creusez bien, et encore une fois, le métier de BDR est pas très évident, parce que vous allez vous tromper. Parfois, il vous dit, je pourrais me la payer, mais en fait, non. Parfois, il vous dira, je pourrais pas la payer, mais en fait, oui. Donc, voilà, basez-vous. Je sais, vous avez quelques minutes au téléphone, c'est pas évident. Dans le doute, prenez le rendez-vous. Appuyez-vous donc sur des phrases telles que, par exemple, d'accord, donc ce n'est pas une question, pour vous apprendre à éclaircir un peu plus le sujet, y voir plus clair. D'accord, donc ce n'est pas une question de budget. Vous pourriez venir chez nous si je vous prouve que nous sommes les mieux placés pour vous servir. Il faut juste que moi je vous prouve maintenant, on prend rendez-vous. Laissez bien le prospect confirmer cette hypothèse. Si vous sentez que ce dernier n'ose pas vous dire qu'il n'a pas vraiment les moyens, ce sera à vous de prendre la décision, d'écourter la discussion. Si vous êtes sûr que, sans l'ombre d'un doute, que voilà, il n'a vraiment pas les moyens, il ne peut pas se la payer. En cas de doute, voilà, si vous êtes débutant, je peux comprendre, je vous conseille de pousser le prospect en démo ou en closing avec un account exécutif, un AE, avec une prise de notes, toujours, le notifiant de la situation et lui demandant un feedback post-rendez-vous afin de savoir réagir les prochaines fois face à la même situation. Voilà, mon account exécutif, des gros débats sur le prix, j'ai un peu l'impression qu'il peut payer, mais peut-être qu'il ne le pourra pas. Essaye de lui expliquer les avantages de notre produit et fais-moi un feedback s'il te plaît sur est-ce qu'il n'avait vraiment pas de budget ou pas. Comme ça, vous savez comment se comporte quelqu'un qui n'a vraiment pas le budget. Cinquième et dernière objection, c'est pas moi qui m'en occupe, de toute façon c'est quelqu'un d'autre. Dans ce cas d'usage, réaction très simple et naturelle, qui s'en occupe alors? Puis vous essayez tout bonnement d'arranger une introduction avec cette même personne. Comme je vous l'ai déjà précisé, il est largement préférable d'arriver chez votre réel prospect par la grande porte que par la petite. En d'autres termes, vous avez plus de chances de capter l'attention de votre prospect qui s'occupe des sujets qui vous intéressent et qui est le potentiel décideur par le biais d'une introduction directe de son collègue ou de son salarié que par un appel à froid. Au pire, si vous ne pouvez pas avoir d'intro directement, demandez au moins ses coordonnées. Croyez-moi, avec un tout petit peu de sympathie et un sourire, on peut faire des merveilles et tout demander à notre interlocuteur au bout du fil. Surtout, si vous ne lisez pas de script et que vous n'êtes pas insistant, votre prospect initial peut apprécier votre personnalité légère, contraire de lourd, ce que j'entends par légère, et vouloir vous aider par empathie. Enfin, si je vous parle de ce cas d'usage, ce n'est pas seulement pour vous dire des choses aussi simples que si c'est pas lui, appelez l'autre. J'aimerais appuyer sur un élément que peu de BDR découvrent par eux-mêmes. Essayez à ce moment très précis d'avoir un maximum d'informations sur ce fameux décideur. Si vous avez été sympathique aux yeux de votre premier interlocuteur et qu'il veut bien vous aider avec une introduction directe ou des coordonnées, il ne vous refusera certainement pas quelques informations a priori lambda et pas du tout confidentielles. Ne lui demandez pas le salaire du décideur ou la marque de sa voiture, ce serait inutile et déplacé. Demandez-lui tout ce qui peut vous aider à le transformer et à réussir votre prochain coup de fil. Exemple, il est plutôt du matin ou pas du tout? Info utile pour savoir quand l'appeler. On a affaire à quelqu'un de rationnel ou d'émotionnel? Info utile pour savoir votre icebreaker et définir quel ton vous allez employer lors de votre cold call.
pouvez aussi commencer la préqualification dès lors, afin d'éviter de poser des questions à votre réel interlocuteur le jour J, alors que vous pouvez avoir les informations dès maintenant. S'il n'est pas intéressé après votre appel, tant pis. Vous n'aurez perdu que quelques secondes avec lors de l'appel avec son collègue, ou une minute tout au plus. Par contre, si le jour J, votre prospect est intéressé, non seulement vous ne l'embêtez pas avec des questions qui sont bien plus utiles pour vous que pour lui, parce que vous les avez déjà posées à son collègue, mais en plus, vous pourrez les utiliser le jour du rendez-vous. Donc, quitte à passer pour un relou, passez pour un relou auprès du collègue qui n'est pas dans votre cible. Par exemple, si je sais que c'est un hyper rationnel qui n'est pas du matin et que j'ai un minimum préqualifié mon prospect grâce à son collègue, cela pourrait ressembler à ça. Bonjour monsieur prospect, je vous appelle de la part de Marc Legrand, votre collègue du marketing. Je sais que vous êtes une équipe de 5 commerciaux qui tournent actuellement sur HubSpot. Je voulais vous proposer une solution complémentaire qui rentre dans votre budget. En ce moment, je sais que vous êtes en rush pour atteindre les objectifs de Q2. Je le sais. Bah oui, parce que j'ai posé la question à Marc, notre pote du marketing. Je vous propose donc, ça vous le dites pas, c'est pour vous. Je vous propose donc une démo de notre solution le mois prochain, le jour qui vous convient. On travaille déjà avec X, Y, Z, que vous connaissez bien, et ils nous recommandent. Et j'ai aussi vu qu'on a un client en commun. Ça, vous pouvez le choper sur leur site internet, etc. Et là, eux aussi, ils nous recommandent également. Le discours est beaucoup plus limpide grâce aux informations que Marc, le premier mec que j'ai appelé qui n'est pas dans ma cible, a réussi à me communiquer. Vous voyez comment c'est facile quand on connaît, qu'on maîtrise et surtout qu'on respecte chaque petite étape du processus de prospection. Vous comprenez mieux pourquoi je parle souvent d'art de la vente et pas juste de vente vulgaire comme ça où je tape dedans et puis ça, ce qui descend. Stratégie et tactique. On passe maintenant aux 10 erreurs à éviter lorsqu'on appelle un prospect. Let's go. Bien évidemment, quand vous prendrez votre téléphone pour appeler les premières fois, vous commettrez forcément des erreurs de novice. Est-ce que c'est bien grave au final? Bien évidemment que non, c'est même très naturel, on est tous passés par là. Si vous n'en faites pas, c'est juste que vous ne vous en rendez tout simplement pas compte. Alors autant partir du principe et du postulat que vous en ferez nécessairement et considérer que cela est utile à votre montée en compétence appel après appel. Cependant, si je peux vous éviter quelques pièges dès le départ et vous permettre de ne pas tomber dedans, c'est avec plaisir que je m'y attelle. Voici donc ma shortlist, non exhaustive bien sûr, des 10 erreurs que vous ne devez pas commettre lorsque vous vous apprêtez à appeler un prospect, à froid ou à tiède, peu importe. Je vous les donne les 10, ensuite je les détaille avec vous. Premièrement, mal préparer l'appel téléphonique en amont. Deuxièmement, avoir peur de prendre son téléphone portable, ou sa VoIP, d'appeler quoi. Troisièmement, avoir la conviction que l'on va déranger. Quatrième, vouloir trop vite rentrer dans le vif du sujet. Cinquième erreur, trop parler de soi et oublier son interlocuteur. Sixième erreur, enchaîner de longues séances d'appel d'affilée avec un seul coup de fil par prospect. Septième erreur, trop s'étaler durant l'appel téléphonique. 8. Oublier de qualifier son prospect lors de l'appel. Neuvième erreur, avoir trop ou pas assez d'humour et de sympathie. Les deux, c'est problématique. Dixième erreur, faire preuve de maladresse et brusquer, heurter la sensibilité de votre prospect. On rentre maintenant un peu plus dans le détail de ces 10 erreurs afin de les définir un peu plus en profondeur et justifier leur présence dans ce top 10. On commence par la toute première. Mal préparer l'appel téléphonique en amont. Vous me voyez venir à des kilomètres et vous avez raison. Je vais encore vous parler d'une compétence plus que nécessaire pour un BDR, votre capacité d'organisation et de préparation de chacune des étapes de votre prospection outbound B2B avec minutie et implication. Si vous manquez de préparer votre appel, vous multipliez considérablement vos chances de le rater complètement et de le regretter amèrement. Alors en quoi consiste une bonne préparation? Une bonne maîtrise de ce que vous vendez, comme d'habitude, des conditions qui vous permettent d'échanger confortablement avec votre prospect, ça va de soi, pas de bruit autour, éviter de déranger ou d'être dérangé, etc. Et surtout, vous connaissez par
parfaitement votre cible et particulièrement chaque prospect sur le bout des doigts avant de l'appeler à froid. Je vous mets au défi de réunir ces 3 conditions et de bégayer pendant votre appel. C'est tout bonnement impossible. Ne vous lancez donc jamais dans une séance de prospection au téléphone si vous n'êtes pas sûr de maîtriser votre discours, vos arguments, vos contre-arguments et surtout de connaître votre prospect et de vous être renseigné un minimum sur LinkedIn par exemple ou ailleurs à son propos, votre prospect. Voilà pour ce premier point, pas besoin d'en rajouter, je pense que c'est clair. On passe donc à l'erreur suivante qui arrive bien trop souvent, avoir peur de prendre son téléphone. Ça peut sembler évident que pour appeler, il faut prendre son téléphone ou son outil VoIP, composer le numéro de téléphone et attendre tranquillement que la sonnerie aboutisse sur un « Allô » avant de détailler tranquillement son processus. Mais vous le verrez, ce qui vous semble en théorie facile et logique, pourra le jour J effrayer un certain nombre d'entre vous et les faire fuir. Excusez-moi. Si vous voulez, c'est un peu comme monter sur scène, l'appel téléphonique. On sait au préalable ce qu'il faut dire et quelles prestations on va proposer, mais une fois devant un public, le stress peut rapidement prendre le dessus. L'appel à froid, le cold call, peut vous faire à peu près le même effet, la même sensation. Peut-être de manière moins intense, étant donné que votre téléphone ou votre ordinateur vous sépare physiquement de votre prospect qui ne se trouve pas en face de vous. Contrairement à la scène. Mais j'ai déjà vu un grand nombre de milliards, et pas qu'un peu, je vous le promets, dans ma carrière professionnelle, ou même en tant que formateur, parfois même les plus assidus, les plus sérieux, se font dépasser par leurs émotions dès qu'il s'agit de passer à la pratique et d'appeler. Je vous rassure, c'est normal, il n'y a pas de honte à cela. Je ne vais pas vous mentir et vous dire que ça m'est également arrivé à mes débuts, parce que ce serait faux. Certains n'ont aucun problème avec le fait d'appeler des prospects, mais d'autres, au final, oui, c'est une question de tempérament. C'est pas mal, c'est pas bien, c'est un tempérament. Par contre, je peux vous assurer qu'à terme, les plus performants et ceux qui obtiennent de très bons résultats sont souvent les plus consistants et non pas les plus à l'aise pour appeler des jours. À vous donc de miser sur la continuité et non pas sur votre talent d'orateur téléphonique dès le jour 1. Ça peut vous aider, c'est un plus pour ceux qui se reconnaîtront et qui se disent « bon, moi, ça, c'est pas de problème », mais c'est pas tout. Cependant, cette peur que certains peuvent avoir ne doit pas vous dépasser au point de vous bloquer ou de vous tétaniser. Pour éviter ça, vous devez opérer un travail sur votre mindset, ce à quoi j'espère pouvoir vous aider. On commence alors par le commencement. D'abord, il faut dédramatiser 2 choses. Votre prospect et puis ce qui va se passer durant l'appel. Votre prospect, les amis, ce n'est rien de plus ou de moins que quelqu'un comme vous, comme moi, que vous auriez pu croiser au mariage de votre cousine, à la salle de sport ou dans la file d'attente d'un musée. Toutes ces personnes que vous croisez à ces diverses occasions ne sont pas toujours sympathiques ni toujours antipathiques. On appelle ça l'humain et le tempérament. Parfois, vous tombez sur l'un, parfois, vous tombez sur l'opposé. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous devez changer de prisme avant votre coup de fil. Ne vous dites pas que la personne à l'autre bout du fil sera forcément sympathique. Ce ne sera pas forcément le cas. Qu'elle vous appréciera, qu'elle sera joviale, souriante. Ne vous dites pas non plus que ce sera quelqu'un de forcément antipathique. Ne partez pas du postulat qu'elle va vous détester et détester le fait que vous l'appeliez et qu'elle sera désagréable dès les premières secondes de votre coup de fil et qu'elle va vous mener la vie dure avant de vous raccrocher au nez. En réalité, les 2 hypothèses peuvent arriver. Ça, vous devez en être conscient. Et de toute façon, vous le découvrirez seulement une fois au téléphone avec votre prospect et certainement pas avant. C'est impossible de deviner, lui, c'est sûr il est sympa, lui c'est sûr il est antipathique. Moi personnellement, j'ai cette manie de toujours garder un peu le profil LinkedIn de mon prospect avant de lui passer un coup de fil pour avoir un a priori sur ce qui m'attend. Mais moi personnellement, c'est surtout pour essayer d'adapter au maximum mon ton lors de l'appel, de dire bon, je vais plutôt lui parler comme ça, il a l'air quand même très cartésien, rationnel ou plutôt émotionnel, sympathique, machin, etc. Mais c'est pas pour avoir un a priori.
c'est certainement pas, encore moins pour flipper si je vois la tête de quelqu'un qui a l'air peut-être désagréable. En plus, on a tous rencontré plusieurs fois dans nos vies des personnes qui ne sont pas du tout en réalité comme on peut penser qu'elles sont au premier abord. Vous savez, ce grand gaillard au regard noir qui sourit instantanément lorsqu'on l'interpelle, ou encore cette blonde à l'air un peu hautain qui en réalité est chaleureuse et très gentille. Pour faire simple, c'est à eux que vous aurez affaire à des humains tout aussi surprenants les uns que les autres. Les gens que vous croisez dans la rue, c'est peut-être des gens qui sont dans votre cible, vous ne les reconnaissez pas en les voyant, puis paf, un jour sur LinkedIn, vous devez appeler cette même personne, mais c'est des gens normaux, quoi. Donc dédramatisez les personnes que vous êtes en train d'appeler. Le cas contraire peut aussi arriver. Vous tomberez aussi sur des personnes exécrables, alors que vous aviez hâte de les appeler, ça peut arriver, en étant persuadé que là, vous tenez forcément un rendez-vous avec quelqu'un qui semble ouvert, gentil, agréable. Je ne suis pas en train de vous dire tout le monde est gentil, tout le monde il est beau, je suis en train de vous dire les gens sont complexes et puis il y a des tempéraments très différents les uns des autres. Le seul paramètre à changer dans votre état d'esprit est celui de l'appréhension, pas d'appréhension. Ne vous attendez à rien, idéalement, et essayez de vous adapter au fur et à mesure de votre appel. On s'attend à rien, on avance, et puis moi je verrai pendant l'appel, je me rendrai compte s'il est antipathique, au pire j'écourte, et puis c'est réglé. Mais n'ayez pas de préjugés. Commencez donc sur un ton neutre à chaque fois, analysez comment votre prospect vous répond, et adaptez-vous par la suite. Donc, comme d'habitude, je vais vous dire, on s'adapte à chaque fois. Au prospect bien évidemment, à la personne que vous avez en face de vous, pour faire en sorte que ça matche entre vous deux. Si vous êtes sur quelqu'un de calme et de réservé, alors n'en faites pas trop, tempérez-vous, surtout si vous êtes de nature, si vous avez une personnalité contraire à la sienne, vous êtes de nature extravertie, etc. Si au contraire vous êtes face à quelqu'un qui a l'air au premier abord très sympathique, là vous pouvez peut-être vous permettre une touche d'humour, un trait de sympathie, de vous détendre un petit peu. En tous les cas, n'ayez jamais peur avant votre coup de fil en vous persuadant que ça va mal se passer. Pour les plus heureux, entre guillemets, d'entre vous, ceux qui ont le plus d'a priori, dites-vous au pire que c'est un peu la roulette russe, il y a une chance effectivement de tomber sur la mauvaise personne, le mauvais prospect, mais tout autant, voire beaucoup plus, de tirer à blanc et de s'en sortir. Avec le temps, votre cerveau acceptera cette probabilité et vous ne serez plus du tout bloqué avant votre séance de cold call, pourtant si nécessaire à votre stratégie d'acquisition de nouveaux clients en outbound B2B. Essayez de ne pas avoir d'a priori. Enfin, n'ayez pas d'a priori. C'est peut-être un peu plus clair comme ça. On passe au point numéro 3, à l'erreur numéro 3, aussi qui est très fréquente et présente dans votre tête. C'est la conviction qu'on va déranger cette personne. Plusieurs fois, j'ai eu affaire à des débutants en cold call qui me sortent une phrase, très souvent, même quand ils ont un blocage net devant leur téléphone. Oui, mais j'ai pas envie de déranger. Alors, comment est-ce que vous voulez décrocher un rendez-vous avec un état d'esprit comme ça? C'est juste impossible. Je m'explique. Il y a peu, j'ai évoqué les conditions nécessaires dans lesquelles il faut se mettre avant une séance d'appel, maîtrise de son sujet, environnement adéquat, connaissance de sa cible et surtout de son prospect. Je rajoute à ça une condition très importante que j'avais mentionnée dès le bloc précédent, il me semble, ou celui d'avant. Vous devez impérativement être convaincu de ce que vous vendez. Si ce n'est pas le cas, refusez de le vendre ou demandez plus d'informations afin de vous convaincre de l'utilité du produit ou du service que l'on vous propose de vendre. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut que le produit soit innovant au point de vous subjuguer, vous et tous vos prospects, mais si l'entreprise vous recrute ou vous paye pour vendre son offre, c'est qu'elle a forcément quelque chose d'intéressant et qui la différencie de la concurrence et que vous pouvez mettre en avant. Une fois que vous serez convaincu vous-même de ce que vous avez à vendre, expliquez-moi en quoi est-ce que c'est dérangeant ou désagréable d'être informé par quelqu'un, vous, qu'un produit, le vôtre, ce que vous vendez, ou un service, qui peut m'intéresser et qui présente des avantages uniques pour moi, et des avantages concurrentiels par rapport à ce que moi j'utilise ou que j'utilise pas, ou par rapport à la solution que j'utilise actuellement. En quoi c'est dérangeant d'apprendre qu'il existe quelque chose de plus intéressant que ce que j'utilise, ou quelque chose qui peut changer ma manière de travailler, qui va m'apporter un plus au quotidien, qui a réussi à te convaincre, ça va réussir aussi à me convaincre, moi aussi, pourquoi pas. J'ai d'ailleurs toujours dit que les individus qui se retrouvent dans une de mes listes de prospection ont beaucoup de chance que je les appelle. Et ce, pour diverses raisons. 1, je n'accepte pas de travailler avec n'importe qui.
donc c'est que des produits sympathiques, des choses qui apportent une vraie valeur ajoutée. Je suis particulièrement sympathique et bien renseigné sur ce que je vends et à qui je le vends, je ne suis pas désagréable au téléphone. L'appel que je m'apprête à passer peut changer radicalement la vie de mon prospect en lui proposant une solution à un problème qu'il n'arrive pas à régler, ou qu'il règle partiellement ou complètement, mais en payant trop cher, en étant mal servi ou mal conseillé par mon concurrent. La seule chose qui ferait que je puisse déranger mon prospect, c'est s'il n'est pas disponible, s'il conduit par exemple ou qu'il est en réunion. Alors très simplement, je prévois avec lui, comme on l'a vu tout à l'heure, une heure adéquate pour discuter, lui partager la super offre pour laquelle je l'ai initialement appelé, simple, efficace. Si par contre, dès le départ, je réussis à me convaincre que je vais le déranger, dans ce cas-là, bon courage pour essayer de convaincre le principal concerné, le prospect du contraire. Donc vous allez tous les deux dire « tu me déranges ». Bon, on est d'accord là-dessus, je raccroche, quoi. Pas besoin d'appeler au départ. C'est là que je saute sur l'occasion pour vous demander de ne jamais, au grand jamais, commencer votre coup de fil par « oh, j'espère que je vous dérange pas ». Bien sûr que si. C'est particulièrement quand on tend le bâton pour se faire battre. Ne le faites pas. C'est pas la peine de demander est-ce que je vous dérange? Non, c'est inutile. Je sais que c'est un réflexe parfois, mais au moins tournez-le différemment avec une phrase comme bon, j'espère que je tombe au bon moment. Je voulais pas vous appeler plus tôt car je sais que vous étiez en réunion. Parce que là, c'est du coup vous êtes libre. Demandez plutôt est-ce que vous êtes libre plutôt qu'est-ce que je vous dérange. Ou idéalement, ne demandez pas du tout ça et passez à autre chose. Au moins là, si vous faites ça, vous montrez que vous faites attention au moment que vous appelez. Je sais que le matin, en général, vous avez des réunions, j'ai appelé plus tard. Vous montrez, voilà, vous êtes quelqu'un de réfléchi qui n'appelle pas au hasard. Pour résumer, vous ne dérangez personne et si quelqu'un vous le reproche, proposez-lui un autre horaire. Et s'il ne veut pas, vous passez au prospect suivant. S'il ne veut pas disponible, pas grave. Vous avez une liste de X nombre de prospects, vous passez au suivant, qui lui saura vous apprécier à votre juste valeur, et il aura la chance d'écouter ce que vous avez à lui dire, ce que vous avez minutieusement préparé avec lui, avec minutie, implication, sérieux, voire même avec un peu d'amour. On passe à la 4e erreur, vouloir trop vite rentrer dans le vif du sujet. Là aussi, on est face à une erreur récurrente et très présente chez les bidiards. Bonjour monsieur Lambda, je vous appelle pour vous parler de notre super solution trop géniale. Est-ce que je peux vous prendre 5 minutes? Les amis, qui fait ça? Bien évidemment que personne ne donnera 5 minutes, ce qui est très long d'ailleurs, surtout au téléphone, à quelqu'un aussi brut de décoffrage. Bonjour monsieur X, est-ce que vous allez bien? Je laisse le temps de répondre. Je suis Anis Moualdi, on est en relation sur LinkedIn, j'ai aussi l'habitude de lire vos posts, ou alors on a eu un collègue en commun, Jérémy, que vous avez managé chez Startup 1, et que moi j'ai eu comme collègue chez Startup 2, etc. Humanisez votre interaction, parlez de votre prospect, parlez-lui de ce qu'il aime. Bonjour monsieur X, comment allez-vous? Je laisse répondre. Je vois souvent le contenu que vous partagez sur LinkedIn, particulièrement autour du tennis. Moi, je suis fan de Roland Garros. Je me suis dit que réseauter avec vous, ce serait une bonne idée. En plus, moi, je travaille principalement avec des CEO comme vous, des CTO comme vous, des experts comptables comme vous, etc. Si vous avez 3 minutes devant vous, moi, j'ai aussi une autre bonne raison pour qu'on puisse se reparler très prochainement et discuter. J'essaie d'humaniser au maximum. Bon, encore une fois, c'est caricatural, hein. Ça ne se passera pas évidemment comme ça d'une traite et ce sera réglé, c'est sûr. Mais au moins, vous voyez la différence entre bonjour, je voulais vous parler de ma solution géniale, etc. Humanisez votre échange. Au moins, vous savez de quoi je parle. Concrètement, quand je vous demande de personnaliser, d'humaniser votre échange avant de rentrer dans le vif du sujet de manière fluide. Voilà ce que je vous recommande pour pas tomber dans l'erreur de tout de suite être trop brut de décoffrage. On passe à l'erreur suivante, qui est liée à celle-ci, et qui lui ressemble fortement. Ça va être de trop parler de soi et d'oublier son interlocuteur. Je vous fais un exemple. Bonjour monsieur Lambda, je suis Anis, je travaille pour Scaly, je veux vous parler de ma solution, j'ai des avantages concurrentiels, je travaille avec vos concurrents, je voudrais prendre rendez-vous avec vous, je suis disponible lundi, j'aime beaucoup la raclette, j'ai une Clio blanche de 2018 à vous vendre, etc. etc. Bon, c'est horrible, c'est barbant d'avoir quelqu'un qui ne s'intéresse qu'à lui-même, ou qu'à elle-même, à l'autre bout du fil. Surtout que, souvenez-vous, je vous l'ai déjà dit, la majorité de vos prospects sont comme ça, ils s'intéressent qu'à eux-mêmes.
Donc c'est là que ça devient une discussion de sourds où personne ne fait un pas vers l'autre. Le prospect s'intéresse à lui-même et vous vous intéressez à vous-même, bon, bah, impossible qu'il y ait une discussion entre vous. Est-ce qu'au final, c'est à vos prospects de s'adapter à vous et de s'intéresser à vous? Absolument pas. C'est à vous de vous adapter à eux. Est-ce que j'ai besoin de vous redire qu'il faut rebondir sur des éléments dont vous disposez pour créer un lien avec votre prospect en s'intéressant à lui et donc humaniser la conversation? Je pense pas. Je pense que est-ce que c'est clair pour vous ce que je suis en train de dire? Je pense pas non plus. Est-ce que vous allez quand même faire cette erreur malgré mes avertissements? Je pense que oui. Je pense que c'est quelque chose, je peux vous le répéter 10 fois. C'est des erreurs que j'ai tellement vues, revues, j'ai tellement demandé à des personnes en leur disant ne faites pas cette erreur. À chaque fois, il y a ce problème. J'insiste vraiment, là, je suis dépité parce qu'encore une fois, je repense à tous ces cas d'usage que j'ai vus passer. Arrêtez de parler de vous, parlez de votre prospect. Très important, d'accord? Même dans vos mails, même dans vos messages LinkedIn, hein, sur les blogs qu'on a évoqués précédemment, c'est hyper important, les amis. Parlez de votre prospect, intéressez-vous à lui. Vous pouvez parler de vous si vous voulez sortir un point en commun, mais le c'est vraiment barbant et très lourd et ça marche pas en fait. Moi j'ai fait beaucoup de réécoutes sur des calls, c'est le conseil que je donne très souvent, j'écoute, en même temps tu n'as fait que parler de toi, ça peut pas marcher. Ah bah oui c'est vrai, prochain appel je parle de moi. Faites attention. 6e erreur, enchaîner de longues séances d'appels d'affilée avec un coup de fil par prospect, pas de relance. Oui, sur ce point-là, je vous ai subtilement glissé 2 erreurs en une parce que je voulais que ça fasse un top 10 et pas un top 11. Accordez-moi ce petit écart et concentrez-vous sur ce que j'ai à vous dire. Alors, bouchez les oreilles de votre manager, il ne faut surtout pas qu'il entende ce que je m'apprête à vous dire. C'est une erreur de passer des coups de fil de 9h du matin à 17h dans l'après-midi. C'est contre-productif pour vous, désagréable pour vos prospects et pas très rentable pour votre client ou entreprise qui vous emploie. Vous êtes fatigué, vous n'êtes plus frais, surtout à la fin de la journée, ou même des fois à la fin de la matinée. Vous êtes forcément très peu réactif face aux arguments que vos prospects vous balancent. Parfois même, vous êtes démoralisé si vous n'avez pas si vous avez un taux de décrochage, par exemple, qui est assez faible et très peu élevé, et que peu de prospects vous répondent au téléphone. Et enfin, vous n'êtes plus à terme de votre journée ou de votre matinée ou après-midi aussi affûté et sympathique, et cela, ça se ressent dans votre voix. Je sais que les entreprises ont encore du mal à laisser leur BDR élaborer leur propre liste, copyrighter leurs séquences, les organiser en fonction de comment est-ce qu'ils voient les choses. Et donc un BDR qui fait ça va forcément prospecter au téléphone un peu moins qu'un BDR qui ferait que ça. Mais c'est aussi ce que moi personnellement je veux changer avec le projet Scaly. Et c'est aussi à vous de m'aider là-dessus. Des BDR ultra performants qui sont capables de jongler entre les canaux qui sont LinkedIn, email, téléphone peuvent générer 3 à 5 fois plus de rendez-vous qu'un BDR classique qui lui finira par démissionner ou évoluer en account exécutive ou en manager et c'est reparti, on reprend quelqu'un d'autre qu'on doit former, etc. Donc essayez de proposer de ne pas faire que des coups de fil de 9h à 17h. Alors si vous êtes à votre compte, open bar, hein, c'est vous le patron, vous êtes freelance, etc. Faites ce que je vous recommande, hein, ne passez pas toute votre journée à appeler. Je pratique moi-même cette méthodologie et j'étale mes appels téléphoniques de 2 manières différentes. Premièrement, j'essaye d'appeler au fur et à mesure de ma journée différents prospects dès lors que l'un d'entre eux, par exemple, interagit avec ma campagne. Donc soit je reçois une notification, soit je vais directement consulter ma liste de prospects quand j'ai 15 minutes de dispo, par exemple quand une démo est annulée ou autre, pour appeler ceux qui sont tièdes. Grâce à ça, moi je me retrouve à passer entre 30 et 50 coups de fil par jour, donc une moyenne de 150 à 250 prospects appelés par semaine. Donc c'est en moyenne 600 à 1000 personnes par mois. Alors oui, on ne dirait pas comme ça, mais c'est vraiment game changer ce que je vous dis là. Vous avez 15 minutes, vous avez un petit temps, etc. Vous appelez des prospects, vous allez voir votre liste, prospect tiède, qui a ouvert mes mails, cliqué, etc. Enrichissement téléphone, paf, coup de fil, coup de fil, coup de fil. Deuxième chose, je vais me réserver des créneaux où je dois impérativement passer des coups de fil. Donc là, c'est le côté rigueur, récurrence. C'est personnel et totalement subjectif, hein, mais en général, ce que j'essaie de faire, c'est 3-4 heures par jour, tôt le matin, donc à 8h ou 9h, début d'après-midi, 13-14h je commence,
J'essaie de boucler avec 1 heure ou 2 vers 16 ou 17 heures. À la fin de la semaine, j'ai lancé des campagnes que j'ai moi-même rédigées sur une cible que j'ai moi-même identifiée et récupérée, et j'ai par conséquent généré entre 20 et 30 rendez-vous qualifiés que je donne directement au closer de l'équipe, car oui, je ne peux pas tout faire moi-même. En full cycle, c'est-à-dire lorsque je dois m'occuper aussi du closing, je divise tout simplement mes statistiques par 2 en divisant ma journée par 2. Donc je chasse le matin par exemple et je close dans l'après-midi ou le contraire. Donc séance de cold call début de matinée, séance de cold call fin de matinée, rédaction d'une campagne entre les deux, et puis l'après-midi je vais enchaîner les calls pour closer. Voilà pour moi ce qui me concerne. Vous disposez de pistes pour vous lancer, bien évidemment à terme, vous organiser de la manière qui vous arrange, donc une semaine de prospection, une semaine de closing, enfin, en fonction de votre emploi du temps, aussi personnel, hein, famille, amis, sport, etc. Vous vous organisez comme vous le souhaitez. Allez hop, point suivant. 7e erreur, trop s'étaler durant l'appel téléphonique. Effectivement, je passe mon temps à vous répéter d'humaniser votre échange avec votre prospect. Si je le fais, c'est aussi parce que je sais pertinemment que vous aurez tendance à faire le contraire. Alors j'insiste particulièrement là-dessus. Mais il existe une minorité de BDR qui font exactement le contraire et un peu trop. On prospecte et on raconte sa vie. Si en plus de ça, le prospect est sympa, alors là, on commence à sortir du sujet et à partir dans tous les sens. C'est vrai que ce problème, il concerne beaucoup plus les accounts exécutives en démo que les BDR. Mais ça peut aussi arriver à des BDR qui sont en pleine chasse. Laissez-moi donc insister sur quelque chose qui semble dérisoire, mais que certains peuvent parfois oublier. Le seul et unique but d'un appel de prospection, c'est d'aboutir à un rendez-vous. Point. Vous n'êtes pas des tartines, ça sert à rien de vous étaler. Oui, j'ai osé. Je fais ce que je veux. Laissez-moi vous donner quelques exemples pour que ce soit plus clair pour vous. En plein milieu de l'appel et après votre phrase d'accroche qui a fonctionné, votre prospect vous demande ce que fait votre entreprise. Et là, je vais m'étaler comme font certains BDR. Et alors moi, monsieur Lambda, j'ai rejoint Scaly il y a 6 mois. Hein. C'est vrai que moi, au départ, je me dirigeais complètement sur autre chose. Hein. Enfin bref, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va vous aider à trouver des clients. Après, c'est plus mon collègue Anis qui peut vous expliquer ça mieux que moi. Lui, il est là depuis 2 ans. En plus, il a des parts dans la boîte, donc il sait de quoi il parle. Enfin, moi, ce que je peux faire, c'est vous le présenter. Je crois que demain, parce que bon là, il a un rendez-vous. Il est au salon de la vente à Paris. Après, bon, il enchaîne sur un rendez-vous. Mais moi, je peux vous proposer peut-être la semaine prochaine. C'est horrible. Tout ceci aurait pu tout simplement être résumé par « Bon monsieur Lambda, on peut vous aider à trouver plus de clients grâce à notre plateforme. Je peux vous proposer une démo de l'outil la semaine prochaine avec Alice, mon collègue. » Point, barre, ligne. La vie de BDR n'est-elle pas plus simple lorsqu'on est pragmatique et efficace? Alors soyons-le. Ne vous étalez pas les amis. Pas besoin de raconter votre vie, pas besoin de passer par 36 chemins, de raconter votre quotidien, etc. Droit au but. Ça ne veut pas dire que soyez antipathique. Souriez, soyez sympathique, mais droit au but. Erreur suivante. Oublier de qualifier son prospect lors de l'appel. Ça arrive tout le temps. C'est pareil, hein. C'est bien souvent les erreurs les plus flagrantes qui sont les plus présentes, surtout chez les débutants, mais aussi chez les BDR expérimentés. Un appel pas qualifié, quoi. Alors que ça s'appelle SQL, hein, Sales Qualified Lead, qui n'est pas qualifié, c'est un peu contradictoire. Votre appel s'est bien passé, votre accroche et votre approche ont été parfaits, votre solution intéresse totalement votre prospect, magnifique. Vous posez le rendez-vous et le tour est joué. Sauf que le jour du rendez-vous, votre account exécutif se rend compte que votre prospect a quitté l'entreprise pour laquelle il travaillait et qui vous intéressait, qu'il a décidé de se lancer dans une carrière d'humoriste en Ouganda et qu'il était juste curieux de savoir ce que vous proposez, sans plus. Eh bien, bravo l'artiste, on peut dire que c'est réussi, n'est-ce pas? Lorsque vous êtes sur le point de proposer un rendez-vous et que vous voyez que ça s'annonce bien pour vous, n'oubliez surtout pas de qualifier votre prospect. Vous savez, ces éléments dont vous ne disposiez pas avant l'appel et qui vous permettent de vous assurer que c'est bien le bon prospect. Je sais qu'avec l'euphorie d'un potentiel rendez-vous après tant d'efforts, vous voulez juste en finir, mais croyez-moi, c'est très important pour la suite. Si vous avez bien suivi mes conseils, vous savez que moi, j'aime bien qualifier le prospect tout au long de l'appel et ce, juste après la phrase d'accroche afin d'éviter une discussion à rallonge ou un changement d'avis suite à un début d'intérêt de la part de mon prospect.
À vous donc de vous y prendre en avance ou de le faire à vos risques et périls à la fin de l'appel, mais surtout faites-le et ne l'oubliez pas. 9e erreur, avoir trop ou pas assez d'humour, de sympathie. Les amis, je ne vais pas m'étaler sur ce point-là car tout est dans le titre. Je voulais vraiment marquer le point afin que vous le notiez dans votre cerveau. Je vous rappelle tout simplement qu'il existe dans la nature humaine plusieurs tempéraments, tous différents les uns des autres, et que l'idéal, afin de taper dans le mille lors de votre cold call, est d'essayer d'être middle, du moins au tout début. Si vous êtes trop sympa dès le départ, vous risquez de paraître trop frivole, trop familier, voire même vulgaire et intrusif aux yeux de votre prospect. La mauvaise blague, la mauvaise touche d'humour. A contrario, si vous êtes antipathique, un robot, alors la plupart des gens auront du mal à vous accorder plus de leur temps et de crédit pour discuter parce que vous êtes ennuyant. Dans les deux cas, c'est pas bon pour vous et vous vous limitez à la minorité de personnes qui correspondent et qui matchent avec votre tempérament. Or, ce n'est pas le but recherché. Vous n'êtes pas à la recherche du prospect ou du groupe de prospects les plus compatibles avec votre personnalité et rappelez-vous que c'est à vous de vous adapter à votre cible. Prenez donc, dès le départ, disons un ton neutre, à tendance sympathique, souriant, pas trop non plus. Je sais que cette phrase peut sembler un peu compliquée, mais vous allez voir, c'est complexe de définir le ton sur lequel on aborde un cold call, surtout qu'avec le temps et l'expérience que vous allez acquérir, vous finirez par vous adapter, non pas après votre accroche, mais dès le halo de votre prospect. Tant vous pourrez très vite et quasi instantanément savoir sur quel pied danser après avoir cerné votre prospect, peut-être pas complètement, mais en bonne partie. Dès le halo, c'est possible. Donc en attendant d'être capable de prouesses en vente, et particulièrement en cold call, d'identifier très vite la personnalité ou la tendance de votre prospect dès les toutes premières secondes, essayez de vous maintenir au centre avec un ton assez neutre avant de prendre la décision de vous lâcher un peu plus au fur et à mesure du déroulé de votre coup de fil, ou plutôt de vous retenir, dans le cas contraire, pour ne pas heurter votre cible. 10e et dernier point, faire preuve de maladresse, brusquer, heurter la sensibilité de votre prospect. J'insiste particulièrement là-dessus dans la continuité logique du point précédent, car soyons très clairs, il est bien plus grave d'aller trop loin dans votre échange que pas assez. Lorsque vous déclinez votre identité ainsi que l'entreprise pour laquelle vous travaillez, vous devenez d'emblée l'ambassadeur de la structure et son représentant le plus direct et accessible pour votre prospect. Une seule erreur et c'est terminé. Donc pas de blagues osées, surtout pas d'humour noir, pas d'excès dans aucune direction que ce soit. Je sais que ce sera naturel pour certains d'entre vous et pour d'autres, il faut peut-être le préciser. Vous êtes là pour vendre une solution. Et vous vous trouvez au tout début d'un long processus de vente que l'on appelle tunnel de vente outbound. Mieux, vous faites votre travail. Plus vous êtes organisé, structuré, minutieux, et plus vous augmentez vos chances de closing en fin de process. L'humour, la sympathie, la bonne humeur ne sont que des éléments de forme qui vous permettent de mieux avancer sur le fond et placer vos pions de manière stratégique, toujours, souvenez-vous, dans l'unique but de vendre. Faites donc bien attention à ne pas vous lâcher complètement et de bousculer les codes, valeurs et tempéraments de vos prospects. Ne soyez pas lourd, excessif, dans l'abus. Soyez concis, stratège, agréable, efficace. Voici pour mon top 10 des erreurs à éviter avec quelques conseils qui vous seront fortement utiles dès lors que vous vous lancerez dans votre toute première séance d'appel téléphonique. On aborde maintenant le dernier point de ce bloc théorique autour du cold call. C'est parti. Concernant la mise en place d'objectifs ambitieux et atteignables et les métriques à traquer tout le temps, on va aborder ce sujet tout de suite. Avancer dans le brouillard sans savoir où vous allez est très peu recommandable. De manière générale, d'abord, mais surtout en ce qui nous concerne à propos du cold call. Vous devez impérativement vous fixer des objectifs clairs, ni trop ambitieux au risque de finir démoralisé, ni trop élevés au risque de finir par vous
ni trop peu élevé, pardon, au risque de finir par vous ennuyer, mais juste ce qu'il faut pour vous surpasser un minimum et prendre du plaisir. Entendre cela ne vous aide pas forcément dans l'élaboration de ces objectifs, certes, mais vous rappelle l'importance d'en avoir constamment. Pour élaborer ces objectifs, vous devez comprendre les quelques métriques que vous pouvez traquer au quotidien afin de suivre l'évolution de vos performances et donc vous améliorer constamment. Commençons par la première métrique, la plus simple de toutes, le nombre d'appels passés. Il s'agit du nombre de coups de fil, avec ou sans réponse, au final, que vous avez émis. Cette métrique ne permet pas grand-chose en réalité, si ce n'est de savoir si le BDR a réellement fait l'effort d'appeler pendant sa journée et qu'il ne se tourne pas les pouces en attendant qu'elle se termine. Cette même métrique vous permettra de calculer facilement votre taux de décrochage, c'est-à-dire le nombre d'appels ayant abouti sur un échange réel avec un prospect, ne serait-ce que de quelques secondes, peu importe tant qu'il ou elle décroche. Cette métrique, par contre, ne permet pas de jauger de la performance commerciale du BDR, mais plutôt de juger de la qualité de sa base de données, particulièrement des numéros de téléphone. Si le taux de décrochage est très bas, cela ne peut être dû qu'à une de ces trois raisons. Soit vous utilisez une ligne téléphonique suspecte, un numéro inconnu, étranger, ou qui ne s'affiche pas sur l'écran de votre prospect, soit vous appelez au mauvais moment, période de fête, trop tôt ou trop tard dans la journée, soit tout simplement, ce qui sera la majorité des cas, votre base de données de numéros de téléphone est erronée et comporte énormément de faux positifs, ce qui est bien souvent le cas. Dans ce cas précis, pensez à changer d'outil d'enrichissement de numéro de téléphone et si vous n'êtes pas le décideur à ce propos, parlez-en tout simplement à votre hiérarchie car cela va totalement dans leur intérêt également. Disons que ça ne les arrange pas du tout de vous payer pour rien vu que personne ne vous répondra au téléphone. L'opération n'est ni utile ni rentable. Troisième métrique que vous pouvez et devez traquer, car celle-ci est en lien direct avec le calcul et l'analyse de votre performance, c'est le nombre d'appels ayant duré plus d'une minute. C'est une métrique précisément qui va nous permettre de juger de la qualité de votre icebreaker. Car si vous réussissez à maintenir votre prospect plus d'une minute au téléphone, c'est que vous avez réussi votre accroche. Félicitations. Le taux, lui, se calcule sur le nombre d'appels ayant obtenu une réponse. Si vous calculez sur la base du nombre d'appels passés, vous obtenez un taux ridiculement bas, car vous serez bien trop souvent loin des 100% de taux de décrochage. Disons que si vous émettez 100 coups de fil, que 10 personnes vous répondent, et qu'au final, 5 d'entre eux passent plus d'une minute avec vous au téléphone, votre taux d'échange de plus d'une minute est de 50% et non pas de 5%, car c'est 5 personnes sur 10 prospects qui ont répondu, qui sont restés plus d'une minute avec vous. Les 90 autres, eux, ne peuvent pas rentrer dans ce calcul-là, parce qu'ils n'ont pas répondu au téléphone, c'est pas de votre faute. Si quelqu'un ne vous répond pas, on ne peut donc pas juger sur votre potentiel accroche ou votre ton, ni la qualité de votre approche, parce que vous ne l'avez tout simplement pas eu au téléphone. La quatrième donnée à traquer, elle, ressemble fortement à la précédente. Ce sont les appels qui ont duré plus de 3 minutes en moyenne. Parfois, les entreprises prennent 2 minutes, tandis que d'autres 4 ou 5 minutes, ça peut varier, mais en moyenne, c'est 3 minutes. Assez logiquement, cette data permet de savoir si vous avez réussi à aller au bout de votre démarche, de votre pitch, si vous préférez. Bref, si vous n'êtes pas juste fort sur l'icebreaker et mauvais sur tout le reste. En gros, vous devez être en capacité de dérouler l'ensemble de votre framework jusqu'au bout et ne pas être bon uniquement sur les premières étapes, ou que la première étape, l'icebreaker. Ce taux va souvent être comparé au taux de conversion, qui lui est très simple. Combien de rendez-vous vous avez réussi à prendre, afin de voir si les rendez-vous que vous n'avez pas pris sont de votre faute, mauvaise accroche, si les appels ne dépassent pas une minute, mauvaise maîtrise du framework ou du produit pour closer le rendez-vous si il ne dépasse pas cette fois-ci 3 minutes, etc. Ou est-ce que c'est de la faute du produit proposé? Car vous, de votre côté, vous avez réussi à maintenir votre prospect jusqu'au bout du processus, mais le produit n'étant vraiment pas bon ou pas intéressant, le prospect décide de ne pas passer à la next step.
Voici donc pour ce qui est des principales data et métriques à traquer tout au long de vos séances d'appel à froid ou même à tiède. En ce qui concerne comment fixer ces objectifs, il est difficile d'élaborer une règle simple qui s'appliquera à tous les BDR, tout business confondu, tant ils sont très différents les uns des autres. S'ils ne sont pas déjà fixés et que vous devez les élaborer pour la toute première fois vous-même, alors commencez par un minimum de pratique et à sortir vos taux après une première semaine bien rigoureuse. En fonction des résultats que vous allez obtenir, définissez une moyenne pour chaque taux et essayez d'augmenter chaque semaine de 10% l'ensemble de vos statistiques. Au bout de quelques semaines, vous aurez atteint en principe un rythme de croisière décent, ambitieux, mais qui reste accessible avec un minimum d'effort. Le but de l'objectif n'est ni de vous frustrer chaque semaine car inatteignable, ni d'être trop accessible sans même vous pousser à vous surpasser. Je vous donne quelques directions très globales, si on dézoome un peu, qui peuvent peut-être vous aider dans l'élaboration de vos propres objectifs à venir. Vous pouvez appeler jusqu'à 200 personnes en une seule journée. En dessous de 50 personnes appelées par jour, donc 50 coups de fil par jour, c'est très peu, surtout si vous faites que ça. 50 coups de fil par jour, c'est quand le taux de décrochage est plutôt élevé. Un bon taux de décrochage, qui, rappelez-vous, est le seul qui ne dépend pas de vous, mais qui vous permet de juger de la qualité de votre base de données, ça se situe entre 30 et 50%. Ça veut dire que quasi un appel sur 2 ou sur 3 débouche sur une conversation avec votre prospect, ce qui est top pour avancer dans le sens de la prise de rendez-vous sans avoir l'impression de tourner en rond des heures avant d'arriver à échanger enfin avec un prospect. Une fois que votre prospect décroche, essayez d'être toujours au-dessus des 50% d'appels qui durent plus d'une minute. Un bon taux serait de se rapprocher des 80 à 90% parce qu'à ce stade, vous devez impérativement avoir une bonne accroche. En dessous de 50, c'est pas bon. Plus d'une personne sur deux comprend ce que vous faites et vous couponnez dès la phrase d'accroche, dès l'icebreaker, parce que vous sonnez trop commercial par exemple. Là, c'est pas bon. Donc 50% minimum jusqu'à 80-90% pour de bons icebreakers. Les 20 ou 30% de cas où vous ne dépassez pas la minute d'échange, c'est lorsque votre prospect doit urgemment raccrocher. S'il conduit, qu'il est en pleine réunion et qu'il a répondu parce qu'il pensait que c'était un appel urgent, qu'il attendait un coup de fil, que ce n'est pas le bon interlocuteur, sa femme par exemple qui prend le téléphone, ou un ami, ou son collègue, etc. Sinon, pour le reste, vous devez avoir une bonne accroche et garder votre prospect plus d'une minute au téléphone. En ce qui concerne les appels de plus de 3 minutes, essayez de vous rapprocher au minimum des 50%, tout en sachant qu'en dessous des 30% jusqu'à 20%, ce n'est pas bon. Ça voudrait dire que 7 à 8 personnes sur 10 avec qui vous avez réussi une bonne accroche finissent par vous envoyer bouler une fois avoir compris l'objectif de votre appel. C'est catastrophique. Donc, rapprochez-vous des 50%, si vous pouvez faire plus, c'est magnifique. Si vous êtes en dessous des 20-30% des appels qui restent plus de 3 minutes, c'est que vous sonnez soit trop commercial, soit les arguments ne sont pas bons, et ce qui est sûr, c'est que votre démarche, elle doit être très rapidement remise en question et revue tant sur le fond que sur la forme. Je vous propose d'ailleurs des séances de coaching, si vous êtes demain à ce stade-là, où on passera des coups de fil ensemble, où je ferai des écoutes sur vos appels avec des retours constructifs sur vos propres cas d'usage pour vous perfectionner et vous aider à aller chercher au moins les 50% d'appels qui durent plus de 3 minutes avec le bon nombre de rendez-vous derrière. Tentez d'obtenir au moins un rendez-vous sur 10 échanges concrets au final et à terme. Un rendez-vous, une moyenne de 5 échanges avec un prospect quand vous êtes un peu plus expérimenté. Si je récapitule, si vous appelez 100 personnes, 50 décrochent leur téléphone et vous échangez sérieusement et jusqu'au bout avec 40 personnes ou une trentaine minimum. Ainsi, vous obtenez 3 ou 4 rendez-vous en tant que débutant et 2 fois plus, donc entre 6 et 7 rendez-vous, en une seule et unique journée d'appel, ce qui est vraiment pas mal. Vous verrez, les BDR normaux, ils sont à 1-2 rendez-vous par jour, 3 quand ils pètent le score. Ce qui, comme promis, vous fait environ une quinzaine de rendez-vous en tant que novice et une trentaine de rendez-vous, une fois un peu plus expérimenté, par semaine.
Quand je vous dis que vous serez capable de prendre des dizaines de rendez-vous par semaine et des centaines de rendez-vous par mois et à terme, c'est concret et vous disposez désormais de la bonne méthodologie pour y parvenir grâce à toute cette formation que vous avez suivie jusque-là. Surtout si vous vous appliquez à exercer l'ensemble de votre métier de BDR tel que je vous ai appris à le faire durant cette formation. Vous êtes capable de générer votre propre base de données, de lui rédiger un message, de l'automatiser, d'opérer des relances téléphoniques en parallèle de votre séquence. Félicitations, vous êtes maintenant un BDR 3.0. Il ne vous reste plus qu'à travailler avec vos premiers clients, que vous êtes en principe capable d'aller chercher pour vous-même et par vous-même grâce à vos propres compétences en vente outbound B2B. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Cet exercice vous permettra d'effectuer vos premières erreurs et d'avoir vos premiers succès en tant que vendeur de profil chasseur. Vous pouvez compter sur moi sur cette étape et me contacter à tout moment pour vous accompagner et vous aider à réussir votre transition dans cette partie pratique de la vente. J'espère que jusqu'ici, cette partie théorique aura été utile. On avance pas mal dans la formation. Vous êtes capable de récupérer vos bases de données, de rédiger un message de vente. Vous avez la partie théorique, la partie pratique, idem pour la partie cold call et warm call. Il ne vous reste plus qu'à pratiquer, notamment passer des coups de fil grâce à tous les conseils que je viens de vous dispenser. Je suis particulièrement heureux et très content d'arriver à ce stade de cette formation. Ça m'a demandé beaucoup d'efforts pour vous faire quelque chose de concis et d'opérationnel. Si je m'écoutais, cette formation pourrait durer des dizaines et des dizaines d'heures. Je crois qu'elle ne dépassera pas le volume d'une quinzaine d'heures à peu près. Donc voilà. Très content d'être arrivé à cette étape, très content aussi que vous soyez arrivé jusqu'ici. Je vous souhaite une bonne continuation pour la suite. On passe au dernier bloc. Tchuss!